Les gars, vous savez, là, il y a eu pas mal de remontées en fait des auditeurs parce qu'on est un peu trop vulgaire parfois quand même. Oh. Merde. Ouais, du coup, en fait, avec le Patreon, là, il y a Radio Kawa qui nous paye un censureur, enfin un logiciel en fait qui s'appelle Censure Pro. Cool. Donc du coup, voilà, on va pouvoir un peu se lâcher. C'est le logiciel qui fait le boulot, quoi. On peut tester là du coup ? Bah ouais. Ouais. Alors attends. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Musclor et de sa sœur Shira et de ces putains de gros nichons. Ouais. Ah, mais Musclor d'ailleurs, sa bonne grosse bite bien dure. C'est de la merde, ton truc. Sans place. Oh là là, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 56e épisode de Comics et Outcast, l'émission Radio Kawa qui vous parle des comics et de leurs univers 2 fois par mois. Eric au micro, pardon. Oh et autour là là. de la table du studio de la buanderie, mes petits camarades sont là pour m'accompagner pendant cette heure de discussion et d'échanges graphiques. Et on va tout de suite leur dire bonjour. Bonjour Ben. Bonsoir. Comment ça va ? Eh ben, ça va très bien. Je mène une vie de vaurien. J'ai quitté mon taf et pour l'instant je ne fais rien. D'où le nom vaurien. Exactement. Et dans ton temps libre, est-ce que tu lis quelque chose ? Absolument. Je continue mon épopée mignolesque dans le Mignolaverse en faisant un retour en arrière parce que je lis les librairies éditions de Hellboy qui sont des objets magnifiques qui valent un certain prix mais qui est justifié. D'ailleurs je fais un petit bisou à Ketrus de la Ligue qui me l'a offert, le tome 1, et voilà, je vais acheter les tomes suivants et me régaler, et c'est trop bien, lisez Mignola. On a également Grégo avec nous. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Est-ce que t'as des lectures au chevet ? J'ai attaqué un petit crossover du Hasbroverse entre Transformers et G.I. Joe et j'ai bien hâte d'en parler dans une future chronique. On attend ça avec impatience. Et troisième personne autour de la table, en plus de moi, donc quatrième, c'est Adrien, qui est également le réalisateur de l'émission de cet après-midi. Tout à fait. Comment ça va ? Ça va, hein ? Et est-ce que toi aussi t'as des choses sur ta table de chevet en ce moment ? Moi, je vais rester très classique. En ce moment, je suis à fond dans Walking Dead. J'ai rattrapé tout mon retard et je prends beaucoup de plaisir. Walking Dead dont on a parlé récemment. Je prends énormément de plaisir, c'est génial, j'adore, je suis joyeux. Oui. J'ai le bien dur. Alors joli. Ça marche finalement. C'est lui qui a la régie, hein. C'est pour ça qu'il a le pouvoir de faire fonctionner ce bip correctement. On a un programme plutôt sympathique pour vous cette semaine dans les revues Black Hammer, He-Man et Horizon, et dans Hors les Bulles, on a visionné le documentaire qui s'appelle The Death of Superman Lives, et pour finir, on va discuter ensemble des costumes dans une nouvelle rubrique en fin d'émission. Vous voulez nous faire des remarques, ça se passe sur le site de Radio Kawa, rubrique Culture et Art, dans la section commentaires en bas de chaque épisode. Vous y retrouverez aussi toutes les informations concernant les titres dont on a parlé. Nous sommes également sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à nous contacter. Et juste un petit dernier message, vous avez certainement remarqué une amélioration de la qualité sonore de nos émissions. Et oui, bon, on peut dire que c'est grâce au talent d'Adrien, mais pas seulement. En fait, on vient de recevoir un tout nouveau matériel pour nos enregistrements, et c'est grâce à vous. Effectivement, merci à vous auditeurs. Radio Kawa en fait dispose d'un Patreon, c'est une plateforme de financement participatif qui, grâce à ses abonnements et aux dons des auditeurs, nous a permis de EP notre game avec un équipement tout neuf. Alors si vous aussi vous souhaitez vous joindre à la partie pour nous aider, ainsi que les autres émissions de Radio Kawa, pour l'organisation d'événements en public par exemple, le maintien du site, du serveur, bref, tout ce qui coûte un petit peu cher, n'hésitez pas et rendez-vous sur patreon.com/radiokawa pour voir ce que l'on vous propose. Tout le monde est prêt ? Oui. Donc c'est le cast numéro 56, c'est parti. Comme d'habitude. Allez. Voilà le jingle, là, c'est bien. Les revues, comme d'habitude, nous choisissons 3 comics et nous lisons les 3 premiers chapitres chacun de notre côté, et c'est au tour du micro que nous échangeons nos avis pour la première fois. Le premier comics cette semaine, c'est Benjamin qui va nous le présenter. Bonjour Benjamin, enchanté. C'est Black Hammer chez Dark Horse. Black Hammer chez Dark Horse, mon petit gars. Ah bah ouais. Exactement, un comics Dark Horse. Les 3 premières issues sont sorties, la 3e est sortie la semaine dernière, c'est tout frais. Au scénario, nous avons Jeff Lemire, que je vais quand même
pas forcément représenté parce qu'on, je pense qu'on en parle dans toutes les émissions, mais juste Je crois citer bien. qu'il est l'auteur de Trillium, de Descender, d'Animal Man, Moon Knight, Sweet Tooth, plein de trucs dont on vous a vanté les louanges, c'est ça qu'on dit ? Les mérites. Les mérites. C'est un des scénaristes les plus en vogue actuellement et aussi un des plus prolifiques parce qu'il est quand même, il a son nom sur pas mal de productions. Au dessin, nous avons Dean Ormston qui a beaucoup travaillé sur Judge Dredd, sur Lucifer chez Vertigo. Et je le note aussi à la couleur, nous avons Dave Stewart qui, bien sûr, a travaillé avec les meilleurs des meilleurs, puisqu'il a travaillé sur Ebb Sapien, BPRD, Hell on Earth, Hellboy, mais aussi Walking Dead ou Conan. Donc c'est un coloriste assez, il bosse beaucoup quoi. L'histoire de Black Hammer, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire de très grands héros, des super-héros même, de l'âge d'or des super-héros. Nous avons Abraham Slam qui est le combattant du crime, nous avons Colonel Weird qui est aventurier spatial, Tokiwoki son sidekick robot, Barbalien un guerrier martien, Golden Gale une fille super-héros, une petite fille super-héros, Madame Dragonfly une maîtresse du macabre et Black Hammer le champion des rues. Je vous ai volontairement donné la liste exhaustive des héros. Ce sont de grands héros de l'âge d'or des héros, c'est plusieurs fois mentionné dans le comics. Ces héros, à la suite d'un combat titanesque contre l'anti-god pour sauver une ville qui s'appelle Spiral City il y a 10 ans de ça, se sont retrouvés exilés et piégés, pas toujours sur leur forme originale, notamment la petite Gale qui est une fille de 9 ans alors que normalement elle a 55 ans. Ils sont piégés dans une ferme totalement coupée du monde, même s'il y a une petite population autour, mais en tout cas personne ne sait qu'ils sont là. Et ils broient un peu du noir, ils regrettent leur vie passée, leur vie de héros. Ils sont donc, je l'ai dit, en exil. Gale elle fait un peu la gueule, Barbalien il tente de s'intégrer mais il y arrive pas trop. Didier Barbalien. Ouais bah bien sûr. Je crois que c'est Barbalienne juste. Ouais Barbalien, bah on est en France, Barbalien. Ouais, on dirait un peu le 10e Barbapapa quoi. Barbalien c'est celui qu'on voit des liens sur Facebook. Ah oui parce qu'ils ont tous des noms en barbe à quelque chose. Si bien. Tu vois un truc d'avant ma génération. Putain la vache. Le robot Tokiwoki dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le sidekick de l'astronaute, lui par contre il essaie de construire une sonde un peu souvent, enfin des sondes souvent pour explorer au-delà de la ville parce qu'apparemment ils sont vraiment piégés dans la ville, donc lui il a envie d'explorer pour pouvoir se barrer en fait. Le Colonel Weird dont j'ai parlé juste avant, il est complètement fou en fait, il divague, il dit des bêtises mais pas que. Et en fait le seul dans toute la bande qui est un peu, qui fait avec et qui est même plutôt content de la situation, c'est Abraham Slam qui est un peu le chef de cette bande, qui lui est content d'être dans cette vie de fermier, il s'occupe de ses vaches, il a sa petite vie tranquille au calme, et en fait il explique aux autres à l'occasion de ce 10e anniversaire justement de leur exil que s'ils sont là, malgré ce qu'ils peuvent penser de cette vie qui est pourrie et qui ne vaut pas du tout la vie qu'ils avaient avant, où ils sont tristes etc., ils ont au moins cette vie là parce qu'ils auraient pu mourir et ils ne sont pas morts grâce au sacrifice de Black Hammer, donc c'est le seul qui manque à l'appel, qui aurait donné sa vie. Je parle au conditionnel parce qu'on nous le dit mais des choses nous font penser que c'est pas forcément tout à fait gravé dans le marbre, qui donc aurait donné sa vie pour leur permettre de survivre malgré l'exil. Au-delà de tout ça, quelqu'un croit qu'ils ne sont pas morts parce que dans la ville dans Spiral City, Spiral City, tout le monde les traite comme des légendes, des gens on sait pas vraiment s'ils ont existé, c'est vraiment des légendes urbaines quoi. Malgré tout, une personne pense qu'ils sont toujours vivants et va tout faire pour découvrir la vérité. C'est la fille de Black Hammer. Voilà, on sait pas trop comment elle s'appelle, on sait juste que c'est sa fille, elle le dit. Donc voilà, j'arrête là pour le petit résumé, c'est à peu près c'est l'issue 1, donc j'en dis pas plus. On a un groupe de personnes, de personnages plutôt, qui semblent assez riches déjà de prime abord en fait. Ils ont un design plutôt particulier. Enfin, chaque personnage a vraiment sa tête. Aucun ne se ressemble. Ils sont assez singuliers. Ils ont un background, on le découvre au fil des cases, assez riche aussi. Dans le 2 par exemple, dans l'issue 2, on en apprend beaucoup plus sur Gale et dans le 3 beaucoup plus sur Barbalienne. On sait pas comment ils se sont retrouvés là, on sait juste qu'à la suite du combat ils se sont retrouvés en exil, il nous manque un peu des cases pour expliquer tout ça. On sait pas non plus où est cette ferme, on sait pas vraiment si c'est sur Terre, sur notre c'est un peu Terre. Comme si on arrivait au milieu de l'histoire quoi. Exactement. En fait on nous pose plein de petites pièces, on n'est pas complètement largué non plus, mais on a vraiment envie en fait on peut dans sa tête faire une espèce de timeline, en tout cas mettre des liens entre chaque élément, mais il nous manque quand même des trucs et on a envie de savoir. Donc on sait pas effectivement si cette ferme se trouve sur notre Terre à nous, dans notre univers. Il y a des humains mais bon ça peut être n'importe quoi, on l'a vu dans plusieurs comics. Il y a plein de choses qu'on sait pas donc, et via les dialogues des personnages et aussi des flashbacks,
On comprend, on remet les pièces petit à petit, etc. Même si au bout de 3 issues, il y a encore beaucoup de choses qu'on sait pas et donc ça donne vraiment envie de lire la suite. Ce qu'on sait, c'est que donc voilà, ils sont en exil, ils peuvent pas quitter la ville physiquement. C'est pour ça que le robot essaye de lancer des sondes pour voir si c'est possible, mais il n'y arrive pas. Donc du coup, ce qu'ils doivent faire malgré tout. Comme dirait Denis Brognard, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et s'intégrer, ce que Abraham Slam fait très bien et que Barbelien essaye de faire, mais que les autres boudent un peu. C'est s'intégrer, c'est voilà, aller à l'église, aller faire des courses, parler avec les gens, etc. Donc ils n'ont pas vraiment pour l'instant d'autres alternatives, mais ça les bouffe et ça les ronge. Moi j'ai trouvé que c'était une fable. Enfin, j'emploie le mot fable parce que j'ai trouvé. Enfin, on peut faire une allégorie de plein de choses. J'ai trouvé que c'était très poétique, que les personnages étaient en même temps très simples, mais en même temps pas du tout superficiels. Ils ont vraiment. En fait, je sais pas vraiment comment il arrive à faire ça. Bon, après, c'est Jeff Lemire. Voilà, c'est son pouvoir. C'est un peu la réponse simple. Mais en gros, il arrive à te présenter en très peu de cases des personnages identifiables vraiment facilement, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Mais tu sais qu'il y a quelque chose en dessous. C'est un peu, ça te titille un peu, on te dit voilà, ce personnage il est comme ça, mais peut-être que tu sais pas tout et t'as vraiment envie de gratter pour en savoir plus. On a envie de savoir donc ce que c'est que cette ferme, pourquoi ils sont bloqués, est-ce qu'ils sont sur la Terre, est-ce que ce qu'est Spiral City, est-ce que c'est une ville imaginaire, est-ce que c'est sur une autre planète, un autre univers. On sait qu'il y a un côté spatial. Est-ce que c'est un rêve, voilà. Est-ce qu'ils sont tous fous. Exactement. On sait qu'il y a un côté spatial parce qu'il y a des trucs qui nous font dire, qui nous font penser ça. Donc j'en vous en dis pas plus, mais c'est ça. Et un des mystères que j'aimerais voir élucider, c'est est-ce que Black Hammer est toujours vivant ou pas, parce qu'on dit qu'il est mort mais on le voit dans certains flashbacks dans la ferme. Donc est-ce qu'il est mort au moment de la baston de ouf, est-ce qu'il est mort après, on sait pas trop, on sait juste qu'il reste son marteau et que voilà là ils le font parce que ça fait 10 ans, mais peut-être que chaque année ils se regroupent en commémoration de ce drame. Avant de parler des dessins, je voulais juste dire on peut en parler aussi du côté des dessins, mais en tout cas au côté du scénario il y a pas mal de ce que moi je vais appeler des hommages aux comics, à la culture populaire du comics, notamment le Barbelien, son nom quand il se met forme humaine, parce qu'il a une tête d'extraterrestre, il se met forme humaine, il s'appelle Mark Marks, ce qui évidemment fait penser à John Jones qui est le Martian Manhunter de DC. D'ailleurs dans un des flashbacks de ce personnage il y a un autre martien qui s'appelle John Jones directement, donc c'est vraiment pour moi c'est hommage pur, c'est amour du comics. Et un autre petit hommage, c'est Zafram, c'est un magicien qui a donné ses pouvoirs à Gail la petite fille, qui s'appelle Zafram, donc je sais pas si là ça vous fait penser à un truc, mais pour avoir ses pouvoirs il faut prononcer son nom, donc Shazam évidemment. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui te font dire, c'est pas à aucun moment j'ai pensé au plagiat ou un truc comme ça, parce que ce serait vraiment n'importe quoi, c'est vraiment des petits clins d'œil, c'est entre le fan service et l'hommage honorable, la référence, etc. Au niveau du dessin, donc le trait, juste en parlant du trait du dessin en lui-même, il est bon, moi j'ai adoré, j'adore le style. C'est très gratté, c'est vraiment c'est un style vraiment maîtrisé. Il est plutôt triste, assez dur. Ça exprime bien la déprime qu'il y a en termes de tout ce qui se passe au niveau de la ferme et tout ça, et vu qu'ils sont tous piégés, ils sont un peu tous en déprime. Donc ça sert parfaitement le scénario. On a des visages vraiment émaciés, on a vraiment c'est le bad quoi. Mais par contre dès qu'on est sur des flashbacks, déjà les couleurs sont rehaussées de façon dingue. Donc on comprend vraiment qu'on parle d'une autre époque. C'est l'âge d'or à ce moment-là, l'âge d'or des héros. Les traits sont beaucoup plus ronds, sont beaucoup plus finis, beaucoup plus chauds. C'est une époque où on aurait voulu vivre, alors que dans le cas présent on se dit c'est vraiment la merde quoi. Donc voilà. Et dernier petit truc au niveau de la couleur. Donc j'ai parlé de Dave Stewart qui fait pour moi un taf assez dingue, parce que autant Dean Armstrong il a un bon trait, mais sans les couleurs ça serait pas du tout pareil. C'est toujours bien dosé, donc les flashbacks j'en ai parlé, etc. Voilà, c'est vraiment très très beau. Chaque case, moi je suis resté dessus en me disant putain c'est vraiment joli, il y a du détail, etc. Surtout quand on voit Spiral City avec les immeubles et tout, c'est vraiment très très beau. Et big up à Dustin Nguyen, dont on a beaucoup parlé quand on a parlé de Descender, qui lui a fait une cover alternative qui est magnifique de l'issue numéro 1 je crois. Voilà, donc il y a 3 issues à ce jour. Je dis dans le 2 on en apprend un peu plus sur un personnage et dans le 3 sur un autre. Donc j'imagine que les 4, 5, 6 parleront des personnages restants. Voilà, je vais lire, c'est un coup de cœur et je vais suivre avec assiduité. Je ça vous conseille. A l'air de t'avoir plu. Ouais, complètement. Grégo, très rapidement, ton avis? Mon avis très rapidement, ouais. C'est génial. J'ai vraiment super accroché. Comme disait Ben, en quelques pages, Lemire il arrive à poser tout de suite un univers de ouf, avec des personnages super léchés. Je sais pas vous, mais moi, chacun des persos, j'ai envie de voir leurs histoires, de lire leurs histoires du Golden Age, du coup, d'avant ça.
il arrive à créer et aucun des persos finalement n'est un plagiat d'un autre, c'est juste Mais non. quelques archétypes de l'équipe de super-héros qu'on peut avoir. Je pense à Toki Walkie, le sidekick de Captain Weird. J'ai trop envie de les voir tous les deux dans des aventures galactiques. Ah, de ouf. Barbalian, il défonce. Enfin, il a un côté innocent et super puissant en même temps qui est vraiment bien travaillé. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? C'est vraiment ceux-là qui m'ont bien marqué. Il y a un côté pulp aussi super intéressant dans la BD, justement en référence à l'âge d'or un peu des comics. La planète Mars, elle est vraiment comment dirais-je, très très naïve dans sa représentation. On a l'impression de lire un peu du Flash Gordon ou des choses comme ça. Oui, c'est très En simple. fait, c'est les Martiens, il y a un vaisseau de la NASA qui se crache. Ah bah tiens, ça vient de la 3e planète. Ah bah envoyons Barbalian là-bas, quoi. Et puis à côté, bah c'est pareil, t'as les origines de Zafram, le magicien. Ouais. Là, c'est un mélange de plein de courants comme ça. C'est super bien écrit, super bien intéressant. Super bien intéressant. Double Et verbe. ça se dévore. Franchement, je crois que c'est l'une des meilleures choses que j'ai lues depuis que je chronique À ce chez point. Comics Podcast. Bah, ça me fait bien plaisir, mon petit Grégo. Adrien, est-ce que t'as été séduit de la même façon? Je suis content parce que ce soir, je pense qu'on va arrêter de dire que je suis genre l'esclave sexuel de Jeff Lemire. si, on le dit toujours. D'accord, mais donc il y a plein de gens dans mon club maintenant. Non, j'ai bien entendu trouver ça vraiment brillant. Enfin, Jeff Lemire, quoi, voilà. C'est une œuvre vraiment d'amour aussi. Enfin, pour moi, c'est une lettre d'amour aux comics. C'est une œuvre qui est profondément méta, où tu vois, on parle. Enfin, ils font référence plein de fois en fait leur ancienne vie à ces super héros qui sont coincés dans cette ferme. Leur ancienne vie, ils l'appellent le Golden Age. Et quelque part, en fait, ouais, il y a de ça. C'est aussi un comics sur, je le vois comme ça, sur ces super-héros qui sont coincés dans cette nouvelle vie et qui doivent apprendre à faire comme ça, et ils peuvent plus être des héros en moule bite et à sauver des gens dans des villes. Ils sont aussi parfois des gens qui sont paumés, qui ont des histoires compliquées, qui doivent être acceptés par les autres, voilà. Et enfin, voilà, pour moi il y a beaucoup de méta dans ce comics, et du coup profondément, enfin voilà, c'est de l'amour de Jeff Lemire à une industrie, et voilà, moi je suis vraiment touché par ce truc. Allez, je pourrais dire encore une fois que c'est du grand Image Comics, puisque au bout de 3 issues, on sait quand même toujours pas vraiment grand chose sur le truc. Bizarrement, allez savoir pourquoi, quand c'est Jeff Lemire, ça passe beaucoup mieux chez moi. C'est Dark Horse aussi. Oui, Ah non. oui, c'est vrai, oui. Ah, je pensais que tu disais image pour dire le fait de la mise en place. Finalement, on n'en sait pas grand-chose sur la trame globale, mais il a posé beaucoup de choses sur les personnages, et on voit à peu près où ça va aller. Exactement. Et on a vraiment envie de voir la suite. Et là, les flashbacks fonctionnent super bien, etc. Et tout à l'heure, on parlera à nouveau de flashbacks, et je pense qu'on en parlera autrement. Voilà, bon bah c'est une claque, je me suis abonné directement et je le recommande chaudement. Ultra rapidement, Ben. Non, je voulais juste dire qu'on parle des flashbacks et du Golden Age comme un truc complètement génial et tout, mais il y a quand même, les persos ont quand même traversé des merdes malgré tout avant d'être des super-héros. La petite fille notamment qui était orpheline. Oui, les flashbacks, ouais, voilà. juste au drame. Barbelien, aussi il avant, était, ouais. quand il est parti de Mars, en fait, il était un peu en galère, etc. Quand il arrive Non, mais sur tous les Terre et tout, personnages sont ultra Ouais, profonds bien sûr. et ultra creusés, c'est- etc. Alors qu'il y a que 3 issues. En parlant Pour de l'instant. profondeur de personnages, on va passer à la deuxième revue de cette émission. La pire transition Non, mais je savais pas en quoi faire parce que 55 alors, épisodes. avant même de vous dire, je vais vous admettre quelque chose. Moi, Musclor, c'est un truc qui me passe totalement au-dessus de la tête. J'ai pas du tout grandi avec. Du coup, quand on nous a proposé ça, j'étais un petit peu circonspect, mais c'est pas grave. J'ai quand même lu ce qu'il fallait. Et c'est Grégo qui va nous parler parce que ça, c'est vraiment le cœur de ta génération. Enfin, c'est ton truc, tout Dis ça. qu'il est vieux. Mais arrête Oui, de non, le mais vendre t'es comme vieux, ça, le non, mais truc. t'es vieux, Laisse-lui vendre son truc neutralement. Donc, on parle d'Iman Eternity War, c'est chez DC Comics et c'est paru l'année dernière. Enfin, ça a commencé l'an dernier, pardon. C'est exact, ça a commencé en 2015. Alors, que je retrouve ma petite fiche, Mais qu'est-ce si vous permettez. Voilà. Donc, Iman, The Eternity Wars. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, vous aviez tous un ami riche qui avait des musclors, comme on les appelait en France. Ou alors peut-être étiez-vous vous-même cet ami riche. Mais donc à la base, Musclor, c'est toute une gamme de jouets à partir de laquelle ont été réalisés un dessin animé, surtout dans les années 80, traduit en France par Musclor, mais à l'origine He-Man, puisque He-Man, si on le traduit, ça donne Lui-homme. lui-homme ou il-homme. Il-homme, ouais. Donc, ils ont préféré garder Musclor. Il y avait les maîtres de l'univers aussi.
Et les maîtres de l'univers, ça c'est resté par contre. Donc suite à ce dessin animé, en fait, il y a eu des comics d'édité un peu par Mattel. À la base, c'est une gamme de jouets Mattel depuis les années 80 en fait. Et puis surtout, c'est DC en fait qui a repris en 2012 un peu les rênes de la série et qui a commencé une nouvelle série sur He-Man justement. Et He-Man The Eternity War qu'on chronique ici fait suite à cette série. Donc c'est pour ça qu'on arrive déjà dans un environnement un peu, comment dirais-je, déjà mis en place. Familier. Voilà, exactement. Aux commandes de la série, on a Dan Abnett, qui parlera sûrement aux plus spécialistes des comics d'entre vous. Personnellement, je ne le connaissais pas, donc j'ai fait un peu de recherche sur le bonhomme. Il a 50 ans et il a un peu le surnom de King of Cosmic, oui. Surtout parce qu'il a écrit beaucoup d'histoires pour les personnages avec un aspect cosmique, notamment Nova, Guardians of the Galaxy. Et c'est lui qui était derrière le crossover Annihilation, que j'ai pas lu. Ok, ouais, avec Surfeur d'argent. Voilà, c'est ça. Ah, okay. Il aime l'espace. Voilà, exactement. Et il a aussi également beaucoup écrit pour Warhammer 40 000. Des nouvelles, etc. Aussi. Voilà, exactement. Mais c'est assez intéressant de savoir ça pour la suite de la chronique. Et puis dans les années 80, il avait aussi écrit pour, ou au moins participé. Alors je sais pas si c'était en comics ou pour les dessins animés, mais à Cosmocats et Transformers. Ah, ça c'est stylé. Voilà. Encore deux choses qui me passent sur la tête. La culture. Typique de la génération post-85. Tu veux dire la génération grecque en fait. Continue. Et au dessin, on a Popman. Retenez bien ce nom, car il est très rigolo pour un dessinateur de comics. Et donc Popman qui est un dessinateur thaïlandais, donc ça y est, on peut plus se moquer de son nom puisque ça devient raciste maintenant qu'on sait qu'il est thaïlandais. Ah merde. Ouais. Et qui donc a émigré aux US quand il était jeune et qui a pas mal bossé avec Jim Lee, asiatique aussi, et qui est dieu du comics. C'est vrai que c'est un peu dieu quand même. Avec des énormes crayons. Juste après Mignola. On n'entrera pas dans ce débat maintenant. Et voilà, donc cette équipe est intervenue sur l'arc précédent de He-Man chez DC à partir de l'issue 7 je crois, et c'est eux qui ont repris les rênes sur Eternity Wars du coup pour attaquer le gros morceau. Donc comme je le disais, ça commence, on a déjà quelque chose qui est mis en place. On a alors je vais peut-être faire un petit point quand même très rapide sur l'univers de He-Man pour les plus jeunes d'entre vous. Ouais. Je suis en train de regarder Eric. Ouais. Donc en gros, ah mais j'assume ma jeunesse. Hein. Ah bon. He-Man, et qui est Musclor en français, c'est Adam, le prince d'Eternia. Alors Eternia, c'est plus ou moins une planète, je crois, on va dire ça. Ouais. Il y a She-Ra, qui est sa sœur, en 2 mots, She-Ray peut-être en anglais, qui a eu son propre dessin animé aussi dans les années 80. Donc, Elra. Pour l'aider, qu'on retrouve Elra, oui. ou Raël. Il nous regarde. Censure. Oh mon dieu. Parmi les amis de He-Man, on a le maître d'armes, rappelez-vous. Et aussi, pour les plus vieux, il y avait la sorcière dans le dessin animé. Maintenant, c'est sa fille, Tila, qui a repris le rôle de la sorcière. Et donc, ça, c'est l'équipe des gentils. Si. Et au début de l'histoire, il y a Hordak, qui est la némésis un peu de She-Ra, qui réapparaît. Et Skeletor, aussi la némésis de He-Man, n'est apparemment plus là. Il aurait disparu. Décédé, je crois, ou disparu, suite sûrement. Tu sais bien qu'il ne meurt jamais. Bah, à un moment, quelqu'un le dit. Skeletor est mort. Skeletor ne meurt pas. Je pense qu'ils avaient essayé, voilà. Donc, et ce Hordak, il a pris possession du château des ombres. Donc ceux qui sont nés après 85 me regardent bizarrement. Ben me comprend. Mais oui, mais les mecs, pourquoi vous me moquez? Le château des ombres, c'est la base de Musclor. Et il y avait un petit serpent en latex qui pouvait sortir de la base en jouet. C'est Grayskull en Ils ne peuvent pas comprendre. Non, mais ils ne savent pas. Donc Hordak a pris possession de la base des gentils et Musclor se retrouve exilé dans le Dark Hémisphère d'Eternia. Donc ça doit être l'hémisphère sud, j'imagine, une sorte de tiers-monde d'Eternia. Ça ressemble un peu au Mordor. Ne soyons pas racistes, mais censure, Adrien. Non, mais effectivement, ouais, ça a l'air d'être un hémisphère du mal et un hémisphère du bien, donc voilà. Bref, et donc les gentils sont dans l'hémisphère du mal et inverse. Voilà, okay. Et il n'est pas seul, c'est là où ça devient intéressant, puisqu'il a avec lui une armée d'hommes lézards qui obéissent à Tyr. Donc en gros, on a 2 armées et ça va se tataner. Pour l'éternité. Voilà. Donc on a une première issue qui met un peu les choses en place, qui est pas super intéressante non plus. Et à partir de la deuxième issue, là, ça commence à se fighter un petit peu. Donc on a d'abord Musclor dans l'issue 2, avec ces hommes lézards on a une grosse bataille avec la horde de Hordak. Ce qui est intéressant, c'est que
Il a rigolé à Horde de Hordak. Bon. Eh ben attends, Non, mais c'est ils sont- Musclor, les muscles de Musclor, la horde de Mais Hordak. voilà. Et donc ce qui est intéressant, on va peut-être pas exagérer non plus, mais c'est assez amusant de voir que Dan Abnett a essayé de faire quelque chose de beaucoup plus sombre que le dessin animé original, et on a très rapidement fait des personnages qui meurent. Notamment cette araignée, moi je me réfère encore aux jouets, les plus vieux la verront, Mais putain. c'est l'araignée noire avec les Mais pattes oui, rouges. elle était trop bien. Spider, c'est pas un bon nom d'araignée ça? Ça fait Gâteau, non? ouais. Ouais. À la framboise. Et donc Spider meurt rapidement sous les coups de Musclor, ce qu'on n'aurait jamais vu dans un dessin animé. Non, dans Musclor, il aurait fait. Dis donc, c'est pas bien. Là, Ok. on ne tue pas les méchants. Ouais. Et là, on les tue tout de suite. Donc, et c'est ça, c'est au milieu d'une grosse bataille d'hommes lézards avec des mecs en armure et tout ça. Et voilà. Et troisième issue, finalement, on voit un peu la même chose avec She-Ra et son sorte de Pégase arc-en-ciel. Et c'est pareil, en fait, on retrouve beaucoup. Là, on a plus de vaisseaux aussi parce qu'il y avait on retrouve les jouets de l'époque. Donc c'est assez rigolo en fait. C'est assez rigolo pour un vieux comme moi de voir ça. Après, comme le dit Eric, j'étais assez circonspect sur le fait, je me posais la question, est-ce qu'un plus jeune, pas familier de l'univers, peut accrocher un arc comme ça, une histoire comme ça? Non. Fin. Fin de la chronique. Non, j'exagère. Mais... Je vous avoue aussi qu'à la fin, bon, ça m'a amusé comme ça. J'avais pas forcément l'intention de lire la suite. Et ensuite, je me suis un peu renseigné sur Dan Abnett avec un peu son historique et la réputation qu'il précède sur le fait de King of Cosmic justement. Et je suis peut-être quand même intéressé pour essayer de voir s'il peut apporter une dimension supplémentaire un peu au personnage avec un S et à cette histoire justement. Donc je pense peut-être un petit peu continuer pour voir où ça ira. Ok. De toute façon, c'est fini, donc tu peux essayer d'aller jusqu'au bout, peut-être. Il y a combien, tu sais combien il y a d'issues un peu, non? Oui, c'est paru en 2015, donc il y a eu 15 issues, je 15 crois. issues. Donc Ça oui, va. ça se fait. Oui, ça se fait grave, on le fera. Adrien, est-ce que toi t'as le côté nostalgique de la franchise ou est-ce que t'es plus comme moi et tu as. Moi, je suis grave nostalgique Ah merde. de Musclor. Je cherche des Ouais, amis. ouais. Musclor qui va faire la guerre. C'est pas du tout ça. Ah ouais, non, C'est tan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 a, Iman, tananana, Vous voyez, tananananana, Je vous ai Iman. chanté comment je me souvenais du générique, à savoir pas du tout. Mais c'est pas grave ça. Voilà, non, je n'ai aucune culture Musclor. Merci. Il a bien fait Skeletor, Mickey. Et du coup, je suis resté vraiment devant le comics comme une poule devant un couteau. Vous voyez, T'as baltringué. j'ai grave mal tringué. J'ai enchaîné le truc sans comprendre. Tu vois, pour moi, en plus, c'est une culture genre un peu de l'heroic fantasy que j'ai pas du tout, qui me parle pas avec. C'est vrai Voilà, qu'il déteste le Seigneur et- des Anneaux, par exemple. Et par exemple, non mais même, enfin, il y a pas de grand rapport, mais Non. tu sais, dans le fond, ces espèces de grandes phases guerrières comme ça, et c'est tout de suite ça en fait. C'est tout de suite la guerre avec les grandes phrases de méchants et les grandes phrases de gentils, et puis tout le temps ça hurle et tout. Après, dans la compo des pages et tout, il y a des moments qui sont assez épiques et je dois dire que ça fonctionne bien. Le problème, c'est que ça. En fait, c'est 80 pages de bataille épique et de grandes phrases lancées, glaive pointées vers le cieux. Les méchants Et, ne gagneront pas. Mais en fait, Les pour le gentils côté- sont pour le là. côté- Fort de machin, ouais machin. Pour le côté épique, je pense que c'est comme si quelqu'un découvrait Civil War alors qu'il connaît pas les héros d'avant. Tu vois, il serait perdu comme là t'es perdu, je pense. Non mais il y a un moment, enfin. Non, mais je justifie pas, je dis juste que je pense que là on arrive vraiment dans un arc de baston et que c'est pour ça que je Ouais, contredis mais pas c'est le le fait début que. d'une histoire quand même. Oui, oui, Enfin, je pense que c'est le début d'un arc. Donc c'est ultra C'est le début intense. d'une Et histoire. en fait, j'avais juste l'impression d'arriver dans la. Mais bon, je sais pas, c'est peut-être un compliment. J'avais l'impression de rentrer dans une chambre de gamin qui jouait, tu vois, Mais c'est ça, hein. et qui se faisait tabasser les héros et tout. Et tu sais, genre, tu t'en fous du reste, quoi. L'important, c'est qu'ils se tapent sur la gueule. Et bah, c'est exactement ce qui se passe dans le comics, quoi. Donc après, bah, moi, j'ai aucun affect avec aucun des personnages. Je veux dire, à part Iman, je vois qui c'est, mais c'est vraiment, c'est tout, quoi. Tous les autres et tout, je suis ok, c'est cool. En plus, j'imagine, j'ai vraiment l'impression que c'est lourd de sous-entendu. Il y a plein de moments, tu sais, où ils disent genre ouais, mais il y a un machin qui est là-bas et tout, et t'as presque l'impression que tous les fans devraient se faire. Et, Name parce que tu drop, penses oh là à là. voilà, parce qu'il y a un gros name drop, parce que tu penses à un jouet, parce que Bah, tu penses à un truc, et ça doit même. Spider qui meurt des Issue 2, moi ça m'a. Pourtant à la base Et- j'étais pas super musclé. Ouais, mais est-ce que du coup- Potter. Parce que là, ça c'est quelque chose dont je me suis pas rendu compte. Tu dis que c'est plus dark, donc. Oui, oui, clairement. Enfin, moi je savais pas la tonalité du dessin animé, mais genre si Bah, c'est c'est un plus truc dark, qui est-ce que passait c'est dans- est-ce que c'est une bonne chose? Oui. Je veux dire, ça aurait pas pu garder un peu de légèreté
Bah en fait le truc c'est que c'est je peux non mais vas-y Grégo répond mais je donnerai mon avis complet après. À la base, Musclor, le dessin animé, c'était quand même pour vendre les jouets. Oui voilà. Là aujourd'hui, c'est clairement un truc qui s'adresse aux trentenaires. Et regardez votre nostalgie, là, venez acheter tout ça là. Et nous on achète parce qu'on est des trentenaires quoi. Et donc Ben. En fait, ok, je suis clairement un gros fan non seulement des jouets, du dessin animé et du folklore des maîtres de l'univers, donc ça c'est clair. Donc je sais pas, je veux quand même demander aux auditeurs d'écouter mon avis en essayant en partie de mettre ça de côté, et je vais vraiment essayer d'être le plus objectif possible dans le sens où je vais vous donner selon moi deux façons de recevoir ce comics. En gros, là on a un scénario basique de ouf, genre le bien contre le mal, les gentils contre les méchants, Grégo l'a dit, ils se tapent dessus et voilà, ça va pas plus loin que ça. Sauf que dans le prisme des maîtres de l'univers, je trouve que, je vais pas dire que ça devient unique et hyper intéressant et tout, mais ça a vraiment une saveur particulière. Si t'es fan à la base, évidemment, tu vas, Grégo et moi on sommes la preuve vivante, tu vas vraiment kiffer. À chaque page tu vas dire putain lui je l'avais en jouet, putain c'est trop cool, tu vas voir un name dropping, tu vas y penser, fanservice etc. Ça évidemment ça fonctionne trop bien, Grégo l'a dit, les trentenaires c'est la cible, s'ils peuvent choper des jeunes de maintenant au passage c'est très bien, mais c'est clairement la cible, donc voilà, pas de souci avec ça. Seulement si t'es pas fan de Motu, comme j'appelle, Masters of the Universe, on t'invite quand même, alors je dis que c'est une invitation, Adrien et toi vous y avez pas répondu, mais c'est une invitation, on t'invite quand même dans un monde qui évidemment, donc à la base on l'a dit, c'est des jouets, c'est-à-dire que tu peux aussi bien avoir des hommes lézards, des tyrannosaures, des licornes qui volent, des vaisseaux spatiaux, des mecs avec des armes, il y a un mec qui a une épée et la case d'après il y a un gars qui se rase avec un rasoir électrique, enfin bon là je prends les extrêmes pour rigoler, mais en gros c'est tellement absurde et tellement un mélange de tout et n'importe quoi que ça pourrait complètement être mais putain les gars vous faites quoi, vous foutez de ma gueule, vous avez tout pris, vous avez mélangé, voilà, mais sauf que c'est assumé mais de ouf à 1 million %. Donc évidemment si t'as le côté je connais les jouets et tout, le côté assumé pour toi tu l'as depuis que t'es petit et y a pas de souci. Exactement. Par contre si t'es nouveau, et alors peut-être que j'ai tort mais auditeurs si vous lisez le truc donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Si t'es vraiment hermétique à cet univers ou que juste tu le connais pas, je pense que tu peux comprendre que c'est vraiment, on te propose un folklore très très riche, peut-être trop riche parfois, et on t'invite vraiment à y rentrer. Et du coup le côté une armée d'hommes lézards contre des robots ou je sais pas quoi qui se tapent sur la gueule, c'est vraiment, c'est comme dit Adrien, c'est vraiment, il a mis le doigt dessus, c'était un gamin, t'es dans ta chambre et tu joues avec tes bonhommes. Donc même si t'as pas eu de Musclor ou quoi que ce soit, j'espère en tout cas que tous les gens qui nous écoutent ont joué avec des jouets quand ils étaient petits, j'espère qu'ils en avaient. Et c'est, enfin, là où c'est assumé, c'est que par exemple, tu vois, quand on dit oui, bien sûr, il faudra vaincre, rien ne peut vaincre le mal, sauf bien sûr grâce à cette épée qui a été forgée au mont machin. Et en fait, évidemment, si tu le prends au premier degré, tu dis ok les gars, vous foutez de ma gueule, vous avez fait un camoulox, vous avez mélangé des mots. Sauf que non, si tu prends des films comme par exemple Dark Crystal, qui est pour moi un monument du cinéma, c'est toujours oui, le méchant doit être vaincu grâce à l'arme qui se trouve tout en haut de cette montagne, tu vois. Et en fait ça te paraît absurde, mais t'es dans le conte, t'es dans le truc et tu dis bien sûr c'est cette arme qu'il faut pour détruire le méchant, le mal le plus pur, c'est hyper manichéen et tout. Et donc du coup je pense que évidemment ça peut agir comme sur vous, c'est-à-dire bah ça a pas du tout marché, ça je le conçois complètement, mais je pense que même si t'es pas touché par les jouets ou que t'as rien de cette culture là, tu peux juste te dire ok, on m'invite à un conte qui a son folklore, son bestiaire, ses noms et tout, mais c'est méga assumé de ouf, du coup je l'embrasse et j'y vais quoi. À tout moment c'est assumé, c'est ça qui est dingue. Grégo va rajouter quelque chose. Juste pour rebondir sur les néophytes qui connaissent pas l'univers, par exemple pendant qu'on a Musclor avec ses hommes lézards qui tapent sur des guerriers en bas avec son glaive, il tape sur des guerriers les numéros. On a le maître d'armes en scaphandre spatial en train de détruire une station orbitale. Voilà, c'est tellement ouf. On n'a même pas parlé des dessins, putain. Ouais, vas-y. En un mot. Non, enfin, en un mot, pas bien. L'intérieur correct. Le trait est correct, les couleurs sont assez dégueulasses, c'est-à-dire c'est vraiment peinture lurée. Par contre, méga mention spéciale alors putain, je vais peut-être écorcher son nom, pardon. Stjepan Siedik, qui doit être quelqu'un de l'Est, pour les couvertures qui sont absolument sublimes selon moi. C'est vraiment très léché, c'est vraiment très beau, mais ça ne ressemble évidemment pas du tout à ce qu'il y a à l'intérieur. Et big up, très gros big up à Darwin Cook, feu Darwin Cook, le pauvre qui n'est plus de ce monde, qui a fait une alternative cover du numéro 1. Et c'est la deuxième fois que je mentionne une alternative cover, donc ça me permet de dire que je ferai bientôt un focus sur les couvertures alternatives et ça sera passionnant. Troisième revue de ce 56e épisode, c'est Horizon.
d'un auteur qui s'appelle Brandon Thomas et illustré par Juan Gedeon et Frank Martin chez Image Comics. C'est sorti cet été, c'est Adrien qui nous en parle. J'étais en train de regarder tout le monde, c'est genre ah oui, qui c'est qui va nous présenter ça déjà? Voilà. Et c'est moi, et ça fait 3 fois que j'oublie cette semaine que c'est moi qui dois présenter Horizon. Pourquoi? C'était ton idée, mon gars. Et oui, c'est vrai. Horizon, un comics Image Comics, sorti en juillet 2016, écrit par Brandon Thomas, qu'on connaît pour The Many Adventures of Miranda Mercury, Juan Gedeon, connu pour Ghost Racers. Putain, raciste à Outcast. Mais pas du tout. Non. Et Respect à Outcast. Et Frank Martin aux couleurs qu'on a déjà vu à l'œuvre sur East of West. Le pitch est assez intéressant pourtant. Et si pour une fois nous étions les envahisseurs, et si dans un futur proche les hommes, après avoir détruit leur planète, Europe Écologie Les Verts, comme les sales égoïstes que nous sommes tous, humains salauds, avaient décidé d'aller foutre le bordel sur une autre planète. Genre Elon Musk, il est arrivé, nous a filé les clés de SpaceX, et puis nous on allait faire un élite direct, foutre la merde sur Valius, une planète somme toute distante. Mais c'était sans compter sur la vaillante commandant Zia Malen, qu'on a vraiment trop marre de la guerre. Voilà, ça c'est le pitch. Ma foi, ça a l'air pas trop mal. Ça commence dans le chapitre 1 par l'arrivée de la dite Zia sur la planète Terre, dans un atterrissage un petit peu, ma foi, chaotique. Et voilà, elle arrive au Canada, là où tout le monde est poli. Et dans un premier comics qui va très très vite, on comprend pas exactement ce qu'elle vient faire là, mais au fil des flashbacks, on comprend que c'est mystérieux, quoi. J'ai élucidé le crime, c'est mystérieux. C'est très très mystérieux. Alors ça va vite, ça va très vite, ça va trop vite. C'est très mystérieux. On comprend que l'univers est assez vaste et que Zia est là, venue sur Terre, avec d'autres gens de la planète Valius, peut-être pour mettre fin aux envahisseurs terriens, peut-être. Et voilà. Et comme Zia, le lecteur sera un petit peu confus au contact d'une planète Terre du futur proche, aride, détruite et plein de dangers. Les flashbacks nous aident à comprendre d'où Zia vient et qu'elle est là au prix de grands sacrifices. On ne sait pas exactement lesquels, peut-être de sa vie ou peut-être des modifications génétiques ou qu'elle a subies et qui lui permettent de, par exemple, masquer son apparence aux yeux des humains. En fait, quand on finit le premier chapitre, on n'est pas beaucoup plus avancé que ça. On comprend qu'il y a un univers science-fiction qui est assez large et qui est intriguant, mais en fait, on a quand même envie de le relire. Et enfin, moi, je m'en suis arrêté là. Et le premier issue m'a fait vraiment une super bonne impression parce que tout de suite, on a envie d'essayer de revoir si on n'a pas raté quelque chose. La narration est assez décousue. Et finalement, on a envie de voir si on n'a pas raté des subtilités. Et il y en a. Je voudrais pas spoiler, mais en fait, quand on relit le premier comics, on commence à comprendre des trucs. Les artworks sont assez intéressants. C'est un peu anguleux, un peu abstrait. C'est plutôt beau avec des effets spéciaux un peu rigolos. Mais c'est après que tout se complique. Dans l'issue 2, on a une issue qui est plutôt d'action, encore une fois, je vais dire, où Zia veut retrouver ses amis, Mariol et Davix. Petite parenthèse, Mariol et Davix. Un peu Castor et Pollux. Exactement, qui sont éparpillés à travers les USA. Elle va les retrouver assez rapidement, ses amis, sauf un, le 4e larron. Et ils vont essayer de le retrouver, de le sauver, mais ils vont tomber dans un piège tendu par une terrienne qui est un méchant vraiment très méchant. Patatras. Donc au moins on a un antagoniste au bout de l'issue 2, mais on n'est pas beaucoup plus avancé. J'ai regardé un petit peu les reviews en ligne et je voyais quelqu'un qui disait à propos de ce chapitre, j'ai l'impression d'avoir raté un chapitre, mais on en est qu'au 2e. Et Image Comics,
Pour le 3e chapitre, on commence à apporter de la profondeur aux personnages. Le problème, c'est que quand on veut apporter toute la profondeur des personnages qu'il n'y a pas eu depuis le début en un 3e chapitre qui doit être visiblement clé dans l'industrie, puisque j'ai l'impression que c'est très souvent chez Comics Outcast qu'à partir du 3e comics, ça devient soit franchement intéressant, soit franchement pas très intéressant. De Image Comics, je veux dire. De Comics Outcast. Non, je parle de l'histoire de Comics Outcast où finalement c'est très souvent qu'on ait ce genre de schéma narratif. Et donc voilà, les mecs ils se disent putain les gars de Comics Outcast ils vont review 3 premiers, on va tout donner dans le 3e. Donc ils donnent tout dans le 3e. Alors là on a des flashbacks dans tous les sens. Le problème c'est que c'est super mal amené. Et puis putain on a une histoire d'amour. Mais c'est incroyable ça Jean-Pierre, dites-moi plus une histoire d'amour. Jean-Pierre. Bah oui Jean-Pierre Image Comics. Les dialogues ils sont ultra pétés dans ce truc là et on a des scènes de bagarre qui sont elles-mêmes déjà un petit peu tout pétées. Bref, en fait il y avait un potentiel incroyable là-dedans et je vais pas réussir à continuer. Je suis ultra déçu parce qu'il y avait tout pour me plaire, mais il y a un gros problème de narration, c'est pas vraiment révolutionnaire et le rythme se cherche encore un peu et l'artwork qui pourtant devrait me plaire arrive pas à compenser vraiment le scénario qui est un peu bordélique et le trait finalement se retrouve un peu pris dans ce piège là. Alors on accroche quand même si on est fan de sci-fi, on s'ennuie pas, clairement il y a de l'action et je préfère ça à des longues scènes d'exposition qui mènent à rien, et on peut reconnaître que les artworks sont ultra engagés, mais voilà la narration est bordélique, ça manque un peu d'humour et ça manque un peu de second degré. Fait chier quoi, Image, je boude. Voilà. On va assister à un boycott prochainement d'Adrien des BD Image Comics. Espérons que... Non. Espérons que Jeff Lemire ne continue pas à écrire chez eux. On va prendre l'avis de Ben. Est-ce que toi aussi... On dirait que tu vas prendre ma température. Donc on va prendre l'avis de Ben tous et penche-toi. Écoute, pas... Non, c'est quoi l'inverse de coup de cœur? Censure. Coup de fion. En fait, écoute, c'est pas la première fois qu'on a un sujet hyper basique dans le pitch. Et du coup, je pense qu'on a tous appris à pas s'arrêter là en se disant un très bon auteur peut sublimer un sujet 1 million de fois écrit. Et en plus, je sais que quand Adrien choisit des trucs un peu spatiaux comme ça, c'est souvent de la qualité. Donc je m'attendais. Enfin, je suis pas parti hyper dithyrambique, mais je me suis dit, ok, go, c'est cool. Et en fait, j'ai eu beau m'accrocher jusqu'au 3e issue, en fait, l'histoire m'a pas spécialement pris. Enfin, à aucun moment, je me suis dit, ah, cool, ok, go, tu vois. Même si on comprend la trame principale, c'est très flou. Comme l'a dit Adrien, la narration est décousue et on comprend pas trop ce qui se passe. Tu vois, à l'inverse d'un truc comme Black Hammer où c'est pareil, c'est un peu mis en pièces de puzzle, mais t'as quand même l'impression qu'on est en train de t'apporter des ça va trucs. Quelque part. Voilà, là. Vraiment jusqu'au dernier moment je me suis dit ok c'est pas grave, assiste-toi à tout ça, à un moment il va y avoir une page ou deux où tout va se remettre en place et ça va être trop cool. En 3 issues c'est jamais arrivé, donc je trouve que c'est dommage. Les persos ne sont pas spécialement attachants, il y en a aucun où je me suis dit attachant en termes soit de richesse du perso, soit même physiquement ou dans les expressions ou quoi que ce soit. Non, je les ai trouvés tous assez plats, même si le perso principal se veut assez badass. Il m'a pas spécialement touché, elle ne m'a pas spécialement touché. En plus, ils ont l'habitude de changer d'identité vu qu'ils sont extraterrestres. Du coup, ça aide pas forcément. Encore une fois, je suis désolé de citer Black Hammer, mais dans Black Hammer, il y a la même chose. C'est-à-dire que Barbelien, comme on l'a dit tout à l'heure, prend une apparence humaine. Et malgré tout, même son apparence humaine, il garde les traits attachants, ou en tout cas les traits qui le caractérisent. Là, le perso, si tu veux, qu'elle prend, ressemble plus ou moins à sa forme. Enfin, on n'est pas du coq à l'âne, quoi. Mais... c'est insipide en fait. À aucun moment je me suis dit, très souvent on les voit pas se transformer. Alors du coup genre d'une case à l'autre tu fais ah mais attendez c'est le même personnage et ils partagent pas de traits communs donc voilà. Au final il y en a que 4 mais c'est comme si tu devais en retenir 8. Il y a juste l'autre personnage féminin de la bande là qui a des espèces de grosses lunettes de soleil là qui quand elle se transforme en humain a aussi des grosses lunettes de soleil. Effectivement c'est le seul moyen. Mariole. Ouais voilà Mariole. Donc voilà on assiste à des résolutions au cas par cas en fait, par-ci par-là, mais on n'a pas de vue d'ensemble. Donc ça vraiment ça m'a un peu perdu. Je me suis accroché mais ça m'a un peu perdu. Et évidemment ceux qui auraient pu sauver, tu le sais, n'a pas sauvé puisque les dessins ne m'ont pas plu du tout. J'ai trouvé ça, c'est même pas au début ce que j'ai pris pour un style. Alors c'est peut-être le cas et je m'en excuse, c'est pas insultant ce que je dis, mais ce que j'ai vraiment pris pour un style singulier du dessinateur, au final.
J'irai pas jusqu'à dire que c'est de la flemme, mais il y a vraiment certaines cases où je me suis dit, ok, ton style, je l'ai compris, il est plutôt minimaliste, ok, pas de souci, mais. Enfin, tu vois, des fois, je me dis, quand tu veux aller dans le minimaliste, tu fais soit des silhouettes, soit tu suggères quelque chose. Là, le gars fait tout le personnage, mais il oublie, je sais pas si c'est le terme, mais volontairement ou pas, il met pas certains traits. Des fois, t'as un personnage qui est de plein pied, le visage est hyper détaillé, mais le corps est dégueulasse. Enfin, tu vois, quand elle est en armure, enfin, on a l'impression qu'il a pris, tu sais, il avait 2 heures, il a mis 1h50 à faire le visage, et après, merde, 10 minutes, tu vois. Rendez les copies. J'exagère, mais c'est un peu ça. Enfin, c'est l'impression qu'en tout cas, moi, j'ai eu, donc c'est pas très joli. Le découpage très confus, on sait pas trop ce qui se passe. Par contre, j'ai aimé un truc. C'est un truc infime, mais au tout début du comics, c'est-à-dire avant, quand il y a l'ours et il y a tous les noms des gens qui ont l'ours, c'est là où oui, il y a oh là là, attends, c'était tellement space que j'étais en train de chercher un ours, un véritable ours dans le... C'est un truc d'édition, c'est là où il y a les noms de gens qui ont participé. Oui. Non, je dis ça pour les auditeurs. Il y a une petite précision qui dit quand vous avez des bulles carrées à bord arrondi, c'est le dialecte extraterrestre, et quand vous avez des bulles rondes, c'est l'anglais. Donc, je dis toujours, c'est marrant, c'est mignon. Et en fait, ça, j'ai trouvé que c'est un gadget, mais ça a été cool parce que parfois, bon, évidemment, il parle en extraterrestre, donc tu le vois, mais parfois, il parle en anglais, et vu la forme de la case, tu sais qu'au moins entre eux, ils sont en train de parler. Tu sais, des fois, ils le font, ils écrivent en VO, on va dire, et ils mettent une petite étoile dans le langage original, traduit de machin. Sans vouloir juste bâcher gratuitement pour bâcher, c'est un gimmick qui marche franchement les 5-6 premières pages. Après, on oublie tout. Oui, mais on essaie tellement de comprendre autre chose que ça n'a plus. Ça sauve rien, c'est pour ça que je disais c'est gadget. Mais j'ai trouvé que c'était bizarre c'est comme du bitume et il y a une petite feuille qui sort du bitume, tu vois, c'est la bonne idée dans l'océan de caca. Désolé de dire ça, mais donc voilà, ça j'ai trouvé ça habile, donc c'est dommage qu'il y ait de bonnes idées comme ça et que le reste ne soit pas exploité. Donc voilà, j'ai pas envie de lire la suite parce qu'il n'y a pas d'enjeu, quoi. Il y avait sur les aspects traduction, il y a toute une phase intéressante où elle écoute la télé et au début elle comprend pas. Oui, ça c'était pas mal. D'ailleurs, c'est même le truc qui m'a vendu parce qu'en fait c'était la preview à la fin de je sais plus quoi. Du coup en fait elle entend la télé donc en anglais, elle est extraterrestre, et on comprend rien, c'est des mots un gros charabia, et au fur et à mesure des cases on commence à capter un mot par-ci, un mot par-là, et en fait au bout de 6-7 cases on comprend tout ce qu'il dit. En fait c'est parce qu'elle a son traducteur qui est en train de se régénérer un peu en même temps, je crois, et ça c'était assez bien fait. Oui, ça c'était habile, ça. Sinon sur la série en elle-même, je rejoins un peu à la fois l'avis d'Adrien et à la fois l'avis de Ben. J'ai mixé de la SF qui fait le taf, voilà. Bon, ça va pas beaucoup plus loin, beaucoup d'action, long à s'installer. Et puis au niveau du dessin, quelques facilités quand même, genre j'ai noté un gros copier-coller de personnages qui m'a particulièrement dérangé parce que j'ai trouvé ça particulièrement feignant. Je te le montrerai. Je suis chaud. Et un truc qui m'a vraiment bien bloqué, c'est qu'à un moment il y a un flashback sur leur planète, Valius. Et qu'est-ce que c'est ? C'est des immeubles de la Terre en bleu avec un ciel rose en fait, quoi. Et j'ai trouvé ça un peu étrange. J'ai trouvé ça feignant, j'ai trouvé ça triste d'être dans de la SF et d'avoir une planète qui ressemble trait pour trait à la Terre. Genre les autres sociétés font comme nous en fait. Ouais. Donc ça m'a un peu bloqué sur la 3D Michou. Voilà. Ok, c'est pas forcément un comics qu'on recommandera, mais comme d'habitude, c'est à vous de vous faire vos propres avis. D'ailleurs, si il vous arrive de lire ce qu'on vous propose, les revues qu'on fait, et que vous avez des choses à le dire, n'hésitez pas à aller sur le site de Radio Kawa tout en bas des épisodes pour laisser des commentaires. On sera ravis de lire ce que vous en avez pensé. Merci pour ces revues. On va passer juste après cette pause à la deuxième partie de l'émission concernant The Death of Superman Lives. À tout de suite. Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @radiokawa, RADIOKAWA. Et sur Facebook, c'est facebook.com/radiokawacom, comme radiokawa.com sans le point, RADIOKAWACOM. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications. De retour dans la deuxième partie de ce 56e épisode de Comics Outcast, on passe directement à Hors les bulles. Oui, on chamboule un petit peu l'ordre, c'est pas grave. On va parler d'un documentaire qui date de 2015, qui a vu le jour grâce à un Kickstarter, donc une autre forme, une autre plateforme de financement participatif, entre autres bien sûr, qui a été réalisé par John Schnepp,
que vous connaissez certainement pas, car il vient d'une web série, enfin d'une web émission de AMC, donc la chaîne de Walking Dead, Mad Men et compagnie, où il parle de cinéma un peu comme dans un podcast, enfin c'est à peu près ça, sauf que l'émission a été annulée et maintenant elle a été récupérée par un site qui s'appelle Collider, je sais pas si vous connaissez ce site-là, mais bon, il est connu dans cette petite sphère, on va dire, et en tant que fan de DC et même de cinéma en général, il a commencé à essayer de réunir et les fonds et les contacts pour réaliser un documentaire. Alors je n'ai même pas encore défini. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce film, on peut y voir Nicolas Cage, Tim Burton ou Kevin Smith, et là on se dit mais qu'est-ce que ça peut être? Mais bon, le titre est un peu la réponse. Donc The Death of Superman Lives, c'est en fait l'histoire sur la mort d'un projet qui était assez ambitieux, en fait, de faire renaître Superman 7 ans après le dernier film de la fin des années 80, je crois. Si je me trompe pas, pardon. Superman 4, voilà. Non, c'est le 4. Ça aurait dû être le 5e. Ah oui. Et en fait, pour des raisons qu'on explique dans ce documentaire, la production a été arrêtée avant même qu'elle ne commence. Du coup, est-ce que Ben, au pif, tu peux un peu nous expliquer le propos de ce documentaire et en quoi il peut être intéressant? En fait, je pense que la discussion qu'on va avoir, elle tournera, je pense, sur deux gros blocs. C'est d'un côté le docu en lui-même, enfin comment le docu a été produit, et de l'autre côté du film en lui-même, enfin le sujet du docu. Le film qui n'est pas sorti. Donc le documentaire, tu l'as dit, donc ça a été kickstarté, donc en fait, en gros, c'est un peu ce film, c'est un peu donc Superman Lives, c'est un peu un espèce de mythe d'internet même si ça a été créé avant internet, c'est un peu le truc. En gros, l'image de Nicolas Cage en costume de Superman, ça a été 1 milliard de fois vu. Il y a eu beaucoup de hate dessus. Voilà. Et donc du coup, quand on a su qu'il allait avoir ce documentaire, les gens étaient plutôt contents parce qu'ils avaient envie d'en savoir plus parce qu'on n'en savait pas tant que ça. Donc je pense que c'est pour ça que le Kickstarter a marché. D'ailleurs, on le voit à la fin dans le générique. Curiosité malsaine de. Oui et non, parce que je pense que curiosité. Cimetière des échecs. Il y a ça, évidemment, le goût du sang. Mais il y a aussi, je pense, en tout cas pour ma part, moi, c'était de dire, ok, en plus le sous-titre du documentaire, c'est The Death of Superman Lives, What Happened. Donc vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi parce que un film de Tim Burton en général, il est bon ou il est mauvais, mais en général, il foire pas, tu vois. Enfin, il est produit. On en parle, ouais. Voilà, on en parle, il sort au cinéma, ouais. etc. Donc voilà, donc je pense que l'attrait était là, comme tu dis, il y avait un mélange de curiosité de savoir quel était vraiment ce projet, qui a décidé de foutre Nicolas Cage en Superman, et aussi pourquoi cet échec en fait. Donc en fait le film, pour parler du film, je pense qu'on va parler du film dans le documentaire. C'est un projet qui a j'ai pas la date exacte du commencement du projet, mais comme tu l'as dit, c'était quelques années après le dernier Superman. En gros, ils voulaient relancer, faire une espèce de reboot, c'est même si c'était pas encore trop l'époque des reboots et des super-héros, de Superman, du personnage de Superman au cinéma, et ils se sont dit qu'ils allaient faire ça que l'histoire qu'ils allaient utiliser pour ce reboot, c'était l'arc de la mort de Superman dans les comics, The Death of Superman, là où il se fait tuer par Doomsday, qui revient à la vie, etc. C'est un comics qui est connu et qui a comment dire, qui a fait parler de lui de ouf. Pour plein de raisons, des raisons commerciales. C'était quand même assez ouf. Mais surtout pour des raisons commerciales, parce que l'industrie était en train de complètement crever. Pour relancer le personnage. Une des raisons de relancement de la popularisation des comics dans la deuxième partie des années 90. Oui. Exactement. Et donc voilà, donc juste avant de parler du film en lui-même, parce que c'est quand même le sujet du documentaire, le documentaire, tu l'as dit, en fait c'est fait sous forme d'interview. Il y a Tim Burton qui a interviewé, il y a Kevin Smith qui a été le premier scénariste mais qui s'est fait dégager, il y a les autres scénaristes, il y a l'équipe artistique, l'équipe technique, le producteur qui... Ouais, donc ça va vraiment loin, voilà, c'est pas uniquement 2-3 acteurs. En fait, en gros, le seul qui manque, je pense, dans le panel des interviews, c'est Nicolas Cage. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas eu le temps de chercher, je sais pas pourquoi il est là, mais je crois qu'il était pas chaud. Il était pas chaud carrément, tu penses? Il assume pas. Donc voilà, donc en fait c'est des espèces de... c'est des interviews. Ça dure 1h45. C'est assez long. C'est assez long. Entrecoupé, et j'ai trouvé ça... c'est pourri et bien en même temps. Des mélanges de reconstitution. Des fois ils reconstituent, tu vois, donc quelqu'un est en train de parler d'une scène, genre, parce qu'en fait c'est que de l'hypothétique, puisque ils ont arrêté, donc on en parlera plus tard, mais en fait le projet a été arrêté 3 mois avant qu'ils commencent à shooter le film. Donc tous les arts avaient été faits, le storyboard et tout ça, donc en fait ils arrêtent pas de dire dans ce film là il y aurait eu ça, il y aurait eu ça, il y aurait eu ça, et en fait ça tu le sais à peu près au bout d'une heure de film, mais avant ça t'as la genèse. Ils te disent voilà, nous ce qu'on voulait faire c'était Superman, redonner un truc à Superman, enfin bon voilà, donc juste pour revenir au documentaire, créer un regain d'intérêt pour le personnage
personnage. Exactement. Donc juste pour revenir au documentaire, en fait, donc voilà, c'est des interviews entrecoupées de reconstitutions, d'images, d'archives. Moi j'ai trouvé ça vraiment très documenté et vraiment bien documenté. Donc je pense que c'est pour ça que le gars il avait besoin de fonds pour se documenter, parce qu'au final la prod elle est pas. Enfin Adrien pourra nous le dire, il s'y connaît mieux, mais je suis pas sûr que ça. C'est un peu simple, oui. Voilà. Des reconstitutions, des dessins, des artworks. Enfin voilà, c'est vraiment très documenté. Des vidéos d'essayage du costume par Nicolas Cage. Donc lui est pas dans les interviews, mais on le voit sur les footage. Donc voilà, donc l'interview c'est ça. Je sais pas si les amis vous avez envie de dire un truc sur le documentaire en lui-même avant qu'on parle du film peut-être. Pour les amateurs de documentaires, sachez que c'est quand même un documentaire. Je vais pas dire amateur parce que ça serait un peu méchant, mais ça reste une production assez modeste parce qu'ils l'ont fait avec assez peu de moyens d'ailleurs, mais avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, exactement. Mais c'est vrai que techniquement, le documentaire est ni super bien écrit, je trouve, ni de très bonne facture sur tu vois les aspects clairement de production, genre le son est pas top, le mixage est pas top, il y a pas d'étalonnage, il y a des moments qui sont un peu cavaliers quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont essayé quand même de chapitrer entre guillemets le documentaire en disant voilà, donc parlons d'abord de la genèse, ensuite donc c'est Kevin Smith au départ qui en parle, genre le but c'est voilà de faire un film sur Superman, de redorer son blason. Comment on va faire? On va utiliser l'arc de la mort de Superman, donc qui on va prendre comme auteur, donc Kevin Smith qui était jeune à l'époque, qui on va prendre comme réalisateur, qui on va prendre comme acteur, voilà. Il y a des blocs, après c'est ok, alors pour le costume à quoi vous pensiez, et en fait à chaque fois c'est comme ça, donc ils reviennent Ça progresse. En gros voilà, je pense que le gars a fait la même interview à tout le monde et ensuite chaque morceau est rassemblé par thème. Voilà. Il y a même un passage où justement il rapporte les faits de Kevin Smith, qui est donc le scénariste original, et qui en fait à la caméra, face caméra, balance en fait ses idées plus ce qu'on lui a susurré. Et ensuite, je crois que c'est le producteur. John Peters qui entend de la bouche du documentaliste ce qu'a dit Kevin Smith, et dit bah non, j'ai pas fait ça, c'est pas moi. Ça c'était vraiment bien foutu. C'était assez drôle, une espèce de montage en fait de questions-réponses. Sans contredire ce qu'a dit Adrien sur la qualité même de la prod, j'ai trouvé que des fois il y avait, alors c'était maladroit, mais en tout cas l'idée, exactement ce dont tu parles, c'est on voit bien que Kevin Smith n'aime pas John Peters qui est le prod du film, et inversement d'ailleurs. Et donc effectivement quand il dit un truc il dit voilà, on m'avait dit John Peters a dit ça, et effectivement ça se retourne, il fait non, j'ai jamais dit ça. Et du coup c'est sommaire, mais c'est assez bien monté, et j'ai trouvé qu'il y avait des petits trucs assez rigolos comme ça. Ça souligne quelque chose vraiment sur l'histoire de la production quoi, quand même, parce qu'on comprend que ah oui complètement, voilà, il y a des gens qui pouvaient peut-être aussi pas s'entendre complètement. Il s'est fait virer d'ailleurs, Kevin Smith. Dans le documentaire, en fait, on voit beaucoup. Tu as parlé de l'équipe artistique. On les voit beaucoup nous présenter des choses officielles qui ont vraiment fait partie du concept, donc les storyboards. Oui, c'est en ça d'ailleurs que je dois te contredire sur ton intro. T'as dit que la production n'avait pas commencé. La production a bel et bien commencé. La production, ça commence avant. C'est le shooting qui a pas commencé. Voilà, mais la prod a commencé. Moi, j'imagine que la production, c'est à partir du moment où on a les comédiens devant des caméras. Non, en fait, ça commence bien avant. En fait, il y a 2 ans de boulot. Oui, en fait, le fait de faire un casting, ça fait partie de la prod, tout ça. Ah bah, quand tu fais des costumes, quand tu fais des décors, quand tu payes tes storyboarders, quand tu payes des scénaristes, c'est la production. Ça commence bien avant. Ouais, la production, elle commence à partir du moment où il y a un chèque, non mais en l'occurrence, il y a eu un chèque de début de truc, il y a eu un contrat qui a été signé, et d'ailleurs c'est une des parties qui est intéressante et qui va expliquer aussi l'échec du film, c'est que tout part sur un espèce de malentendu où pré-internet. Tiens, on a un. En fait, ils se rendent compte qu'ils ont les droits pour Superman sur quasiment une erreur. C'est ça. Donc ils ont les droits pour Superman, et entre deux portes, ils vont dire bon bah ok, je veux faire un film avec Superman. Ok, combien? Ouais, 150 millions. D'accord, go. Donc là ils enclenchent la prod, et en fait au final on se rendra compte que l'addition et le budget il est plutôt autour de 400, et c'est ça aussi qui va les faire machine arrière. C'est un des trucs je pense aussi que c'est parce que les prods de l'époque, d'ailleurs ils mettent plein d'exemples, il y a eu ce genre là, c'était beaucoup moins de 400 millions d'investissement, et c'était des flops. Techniquement ils faisaient du fric, mais c'était pas rentabilisé. Du coup je pense qu'ils ont flippé quand il y a eu la note à la fin, avant justement de commencer le tournage. Ils se sont dit ça rentabilisera jamais, donc on shut down le truc quoi. Donc je parlais des storyboards, pardon. En fait non, c'est très intéressant, mais par rapport au storyboard, en fait je vais poser une question à Grégo. Bonsoir. Est-ce que Grégo, tu es là. Est-ce que
Parce que en fait ils sont très, enfin les storyboards, donc c'est le découpage des scènes de façon illustrée, enfin représentée par C'est une des BD, artistes quoi. avant. Voilà, c'est une bande dessinée, c'est exactement ça. C'est juste posé sur le papier ce qu'on verra à Ce l'écran. qu'on va shooter. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est très très clair. Et est-ce que ce que tu as vu, parce qu'on peut pas vraiment vous le décrire à la radio, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as vues qui te font croire que ça aurait pu être une grosse daube, ou alors à l'inverse que ça aurait pu être un truc exceptionnel au milieu des années 90, parce que ça aurait dû sortir dans les années 95-16. Ça aurait dû sortir en 99. 99, pardon. Ça aurait dû Donc ça sortir, commence, ça aurait dû ouais, commencer, voilà, ouais. La prod a commencé en en fait, 97. D'ailleurs, ils ont jamais annoncé de date. C'est aussi une des choses qui leur a foutu Complètement. la pression. C'est qu'en gros, donc avant Internet, il y a commencé à avoir des leaks de dates alors que eux-mêmes n'avaient pas fixé de date, et c'est ce qui les a fait flipper en partie. Ouais. Si je peux me permettre, Eric m'a posé une question. Oh le mec. Merci de l'avoir posé. Merci de l'avoir posé d'ailleurs, parce que c'était un peu le but de ce que je voulais dire. C'est, j'ai abordé le documentaire en me disant ah oui c'est vrai, ce film-là j'en avais entendu parler, Nicolas Cage. Qu'est-ce qu'on va mettre Nicolas Cage là-dedans? Et d'ailleurs le début du documentaire c'est tout à fait ça. Ils vont interviewer des fans dans des conventions, etc. Tout le monde se fout de la gueule un peu de Nicolas Cage. Et bon, du coup, j'ai clairement regardé le documentaire parce qu'il était au menu de ce soir. Et au final, au fur et à mesure, moi je l'ai trouvé. Alors peut-être que Adrien trouvera à critiquer la technique, mais le contenu est pas désintéressant, et au contraire, on se prête au jeu au fur et à mesure. Il y a pas mal de petites choses intéressantes. Il y a ce que dit Kevin Smith, c'est souvent drôle. Le personnage du producteur là est un peu déjanté. On en parle après, mais C'est assez marrant. Et le documentaire passe bien. Et je me suis retrouvé à la fin du documentaire à me dire waouh, mais ce film, j'aurais bien aimé le voir en fait, quoi, parce qu'il y a plein de bonnes promesses dedans, entre les artworks, entre la vision de Tim Burton, entre finalement le rôle, l'acteur, le choix de Nicolas Cage finalement est justifié dans le documentaire, et ils arrivent à te le vendre en te disant mais si, réfléchissez bien, ça aurait pu donner quelque chose. Et du coup oui, alors à la fin du documentaire j'avais radicalement changé d'avis, et je me suis dit ah bah merde, dommage que ça n'ait pas été fait, quoi. C'est un bon docu du coup. Enfin, j'imagine s'ils ont bien documenté. En fait, quand tu dis ils l'ont vendu, j'ai pas moi l'impression qu'on a essayé de me le vendre en fait. J'ai plus l'impression qu'on m'a mis des faits, et effectivement j'ai eu la même réaction que toi, mais j'ai pas eu l'impression qu'ils essayaient de nous l'embellir. Ouais, je suis d'accord. Si j'ai dit nous le vendre, c'est peut-être pas forcément ce que je voulais dire, mais ça ils reste essaient pas de assez le neutre, vendre. hein. Mais ça reste assez neutre, mais en tout cas ça donne envie. Ok. Non, je voulais juste parler du producteur qui s'appelle John Peters, que je connaissais pas avant, mais qui a fait des grosses prods comme le Batman de Burton par exemple, qui lui est, enfin, il est caricatural. Je pense que c'est un vrai gars. Enfin, tu vois, c'est un gars qui était coiffeur, qui est self-made man. En fait, il s'est, je sais pas si, non, il s'est pas marié. Si, sa meuf c'était Barbara Streisand, et du coup elle l'a fait monter, et il est devenu producteur parce qu'il avait des sous à ce moment-là. Et en gros, il s'est mis à être producteur. Donc le gars a quand même produit Batman de Burton, donc je pense que c'est pas de la merde. Et donc en fait, il reçoit putain, on va arrêter de dire le documentaliste John Schnepp chez lui, donc le mec qui fait le docu. Et en fait, bah, c'est vraiment le mec américain plein de fric. Et en fait, c'est ouf parce que tout à l'heure tu disais que Kevin Smith disait des trucs et qu'il démentait. Oui. Et à un moment, Kevin Smith il dit en fait, moi on m'a dit à la prod, ok, on veut un Superman, il vole pas, il a pas de costume, et il fight une araignée géante. Et donc il faut pas appeler araignée. voilà, et cut. Et donc t'as le gars après, donc il donne la réponse, il fait non, j'ai jamais dit ça. Et en fait il est hyper sérieux tout le temps, il sourit jamais. Et donc il y a d'autres trucs où il dit voilà, à chaque fois tu sais, il t'explique, il dit ouais mais moi donc t'as l'équipe artistique qui parle d'un concept art de quelque chose, genre bah une araignée géante ou j'en sais rien. Il dit ouais mais ça aurait été génial, une araignée qui tombe dans la ville et tout, ça aurait été, enfin le mec tu sais c'est Michael Bay avant Michael Bay, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est assez ouf. Genre à un moment il dit même ce qui serait trop cool, c'est qu'à un moment Brainiac, donc qui est un des ennemis de Superman, arrive à la forteresse de solitude, et il tape Superman. Et donc là Kevin Smith pareil, il dit non mais en fait forteresse de solitude, donc solitude, il est tout seul dedans. Il dit non mais c'est pas grave, bah pas Superman, alors il a qu'à se taper contre des gardes. Non mais solitude, il y a pas de garde. Il fait bon bah ok, bon là il a qu'à se taper contre des ours polaires parce que c'est dans la banque. Tu vois, le gars a toujours des idées complètement mavoules. C'est clairement pas enfin c'est pas lui vers qui il aurait fallu se tourner. Non mais par contre c'est lui qui a un des mots, c'est pas le mot final parce qu'au final même lui on lui a dit stop à la fin, mais c'est quand même lui qui chapeaute un peu le truc et qui Il a dit porté oui ou le non. projet. Voilà, par contre c'est lui qui a dit non à Kevin Smith, quoi. Grégo. Du coup dans le documentaire en fait il y a plein de petites anecdotes comme ça, plein de petits passages assez décalés qui sont assez rigolos et sympas, donc le documentaire se regarde bien, quoi. Ben, tu veux... Non, mais en fait, le truc, c'est que du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc on te présente un peu la vision de Burton, parce qu'au moment où Burton rentre dans l'équation, en fait, et à un moment, plusieurs personnes de l'équipe artistique le disent dans différents endroits du docu, disent, en fait, en gros, ce qu'on nous a demandé, c'est d'essayer, parce qu'ils n'étaient pas forcément toujours tous ensemble, c'est d'essayer d'imaginer quelle serait la vision de Burton de Superman, et d'aller de faire notre créa dans ce sens-là. Et donc en gros, évidemment, Burton, beaucoup plus que Nicolas Cage ou n'importe qui,
en étant dans l'équation du film, en fait ça va être un film de Tim Burton. Et donc on est déjà parti sur l'arc de la mort de Superman, mais donc ça serait bien de faire, pas forcément de faire un truc dark, mais lui Burton il se disait voilà c'est un extra. Superman c'est quoi, si on enlève le côté hyper rayonnant américain etc, c'est un extraterrestre qui est donc sur une planète qui n'est pas la sienne, qui est complètement perdu, qui limite il devrait péter un câble en fait quand il est en Clark Kent, parce que en fait pour lui l'alien c'est Clark Kent. Enfin bon, il y a eu plusieurs fois ça dans les comics donc c'est intéressant, mais en gros au niveau esthétique il dit voilà il faudrait que son vaisseau il soit organique, que son costume lui-même soit organique. Tu vois un moment franchement il y a au moins 3/4 d'heure sur juste le costume, donc c'est intéressant, mais ils te disent voilà on a fait des essais, la thune qui a été foutue dans les essais j'arrive même pas à calculer, dans mais des câbles, dans tissus en gros différents. ils expliquent à un moment évidemment donc Superman va mourir parce que c'est dans l'histoire et qui va être ressuscité par des machines, et en fait en gros ils t'expliquent pendant 20 minutes qu'ils ont bossé sur un costume en espèce de je sais pas quelle est la matière, mais un plastique avec en dessous de la fibre optique avec des rayons pour que sa machine, tu vois que ça fasse un peu robot et tout ça, pour que ce soit genre 2 secondes dans le film au moment où le truc le ressuscite. C'est même pas le costume original, après ils te parlent du costume original et on voit les essais avec Nicolas Cage et tout, donc il y a tout un truc où tu te dis ok bon bah c'est leur vision, ok ils font ça, putain mais c'est quand même sacrément dégueulasse. Et moi pendant tout le truc j'étais en train de me dire mais en fait ça ressemble à ce qu'ils ont fait dans Man of Steel. Dans Krypton c'est complètement ça, c'est Giger d'Alien, c'est complètement organique, donc je sais pas si c'est une relation de cause à effet, mais au final ce qui me paraît horrible dans le documentaire en me disant putain mais ils auraient pas pu faire ça dans les années 90, bah en fait ils l'ont fait au final un peu plus tard. Mais il y a quand même de bonnes idées comme disait Grégo. Burton il avait des bonnes idées pour Brainiac, donc au final ça ressemble à un personnage de Mars Attack quasiment et ça marche. Autant je suis pas d'accord pour un Superman complètement organique, bizarre, un peu genre Venom limite, tu vois, c'est un peu bizarre, mais il avait des bonnes idées. Ils avaient aussi l'idée d'un espèce de petit bot, un robot qui en fait depuis la naissance de Kal-El s'occupe de lui. Au final après il va lui apprendre. On va pas tout raconter. Non mais bon c'est parce que c'est les seuls trucs bien que j'ai vu, mais qui lui apprend tout, qui au final après elle lui apprend à voler, et c'est même il vole pas vraiment mais il a un vaisseau, après ça devient le costume. Enfin il y a vraiment des trucs logiques, t'aimes ou t'aimes pas c'est logique, mais comme dit Grégo juste pour le mot de la fin, c'est bizarre, je m'attendais pas, je m'imaginais pas en me disant Burton c'est un bon gars pour Superman, et au final, à la fin tu te dis, effectivement, ça serait pas le Superman, c'est pas le Superman que j'attendais, mais je serais curieux de le voir, et je suis quasi sûr que ça serait aussi bien, voire mieux que Man of Steel si ça venait à voir le jour un jour. Attends, Man of Steel, Man of Steel ou Superman? Non, Man of Steel, okay. le premier Superman quoi. Avec Henry Cavill, celui de... Oui, mais il y en a un avant, c'est pour ça. Superman Returns, ils en parlent aussi beaucoup, mais bon, je l'aime pas trop. Adrien? Bon, là, j'ai plus grand chose à dire puisque personne me demande mon avis. Oh le mec Non, en vrai, ça m'a donné une conviction ou un regret, c'est que je pense que ça aurait été un super film de Burton. Un vrai Burton en fait, quand on voit ses artworks et tout, et d'ailleurs tout le début du documentaire vraiment nous explique que c'est un film qui était très bizarre parce que porté par un producteur bizarre et que ça allait donner forcément un truc un peu chelou, mais Burton en fait a embrassé cette folie complètement et il allait en faire un truc ultra burtonien, et on voit aujourd'hui qu'il est toujours attaché au film. C'est assez touchant de le voir. Moi vraiment je m'attendais pas à voir Tim Burton dans le documentaire, et surtout aussi soutenir sa vision comme ça, parce que il a quasiment dans son interview il dit rien de mal sur ses idées toutes pétées de script chelou et d'histoire machin. Lui quand il est intervenu dans le projet, il est arrivé et il était sûr de Nicolas Cage, il était sûr de ses idées, il était sûr de tout son bestiaire qu'il était en train d'imaginer. Il aurait quelque part, je pense, marqué profondément et à tout jamais l'histoire de Superman, qui aujourd'hui est toujours ce personnage lisse qui emmerde un peu tout le monde, et qu'on sait pas comment manipuler. Et lui, il allait faire la manipulation extrême quoi, il de Superman. Il aurait porté Superman, je pense, là où personne ne peut le mettre aujourd'hui. Et d'ailleurs même Tim Burton peut plus, lui il est coincé dans son truc, et aujourd'hui il aurait pas le pouvoir de faire ça. Il y avait que quelqu'un comme lui à l'époque qui pouvait le faire, et c'est une belle histoire quoi. C'est un truc qui sera jamais sur nos écrans et qui sera comme ça dans notre imaginaire, mais c'est une belle histoire. Ce documentaire vous pourrez le trouver sur internet. c'est un direct vidéo. C'est pour ça que je te tanne. C'est de la VOD. Pour dire un dernier mot. Non, en fait, si tu vas sur le site du gars, j'ai été sur le site, il te propose au moins 6 ou 7 packs différents. Genre, juste le film, c'est genre 20 balles. Si tu veux le pack avec des bonus, c'est genre 30 balles. Si tu veux un pack avec des bonus, des artworks, des machins, et je te jure, il y en a, ça va jusqu'à 50 balles. C'est un poil moins cher que ça. Selon moi, ça reste quand même cher, parce que tu je sais plus, genre tu le loues pour $15, tu vois. Donc c'est cher quoi. Honnêtement, c'est cher pour la
qualité de la production du truc, sachant que ça a déjà été backé, etc. Donc, wow. Si tu Mollo vas Pomme sur- Chips. Si tu vas sur Mais- tdoslwh.com, donc c'est le nom mais juste les initiales.com, tu vois qu'en fait il y a beaucoup de packs avec différents contenus. Donc je pense que comme tu dis à 15€, t'as juste ce que nous on a regardé, mais si les gens ont été intéressés, tu peux avoir du c'est un contenu documentaire. additionnel. C'est quand même un documentaire d'1h45. Ouais, c'est hyper long. assez long. Malgré, on pourrait penser, le peu de matière qu'il y avait à la base, finalement ils se sont super bien sortis. Ouais. 1h45. À mon sens, c'est quand même un peu long Ouais, c'est long. par rapport à ce qu'ils peuvent donner, effectivement. Mais voilà, sachez-le. C'est à voir en tout cas. À voir, c'est quand même... Oui, c'est intéressant, surtout Nicolas Cage, avec cette coupe de cheveux. On se retrouve tout de suite pour la 3e et dernière partie de l'émission. Salut, c'est Pipo. Salut, c'est Gotoz. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés. Et on s'intéresse à ceux qui la font. On est les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa. De retour dans la 3e et dernière partie de Comics Podcast. Juste hors antenne, j'avais fait un gros signe à Ben pour dire que c'était lui de prendre la parole, mais il m'a regardé. Maintenant j'ai pris la parole en miaulant, j'ai le droit ou pas? On est Ok, pas obligé de donc parler c'était comme de la des triche. humains. On n'est pas. Si, bah en fait c'est marrant parce qu'on a toujours après avoir les bulles en général c'est au revoir et du coup ça fait bizarre. Eh bien, au revoir. Allez. Parce qu'on est déjà dépassé l'heure d'émission. Eh bien, je sais pas si tu l'as annoncé dans l'intro. Générique, T'as dit oui. le nom de code de ce Non. nouveau bloc ou pas? Je voulais te laisser te dépuceler la bouche avec ça. Fashion Squad. C'est un peu comme la Fashion Police, je pense que vous connaissez cette émission où les gens critiquent les tenues sur le tapis rouge des stars. Sauf que nous, on est squad parce qu'un peu comme Suicide Squad, tu vois. Voilà. Et du coup, on a décidé. C'est une bonne référence. Ouais, bah aussi. On a décidé d'un peu aborder un truc qu'on survole souvent quand on review les comics ou quand on parle enfin, un truc qui fait partie inhérente des super-héros et des comics par extension, c'est tout ce qui est costume, logo, armes, accessoires, enfin voilà, tout ce qui est, on va dire, technique chez les héros, super-héros et héros. Et donc pour cette première, pour inaugurer un peu ce nouveau truc, on s'est dit qu'on allait faire un peu nos tops et nos flops avoir nos costumes préférés, pas beaucoup mais un ou deux costumes préférés et pourquoi, et nos costumes détestés ou en tout cas qu'on comprend pas et pourquoi. Voilà une petite discussion entre fashionistas que nous sommes. Fashionista. Ouais, fashionista. Fashionista. Et oh non, mais non. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Oh oui, bah on a compris. Eh ben vas-y Adrien. Tu veux que je commence par clasher? C'est ça, tu veux que je commence par clasher quelqu'un? Non, tu peux dire ton top si tu veux. Non, je veux dire, je veux commencer par clasher moi. Ah bah vas-y, clash. Ok, alors, ouais. Pourquoi ça va clasher? Vous trouvez pas que. Non, attends. Vous avez pas remarqué? Non, ok, je donne un top. Stand-up quoi. Je donne un top. Allez, donne un top. C'est-à-dire, top, c'est évidemment préféré. Ah bon? Bah non, mais c'est pour dire parce que Le les gens sont dessus, pas forcément le bilingues. dessus, les le gens sont dessous, pas tous le dessus. dessus. Votre dessus costume et votre dessous costume. Ah, c'était pas ça, c'est genre top, on parle du Ah, haut de juste- costume qu'on genre préfère. juste le soutif. Genre le Trop débardeur. bien. Non, moi j'ai envie de donner un top au Batgirl 2014 de Cameron Stewart, qui est donc la dernière version Batgirl en date. Ouais. C'est celle qu'on appelle Batgirl Selfie, c'est ça? Ouais, exactement, puisque Ok. la couve qui a révélé son look, c'était elle qui se prenait en selfie avec un iPhone dans un miroir. T'as dit 2015, c'est ça? 2014. 2014. Ouais. Et c'est vraiment un de mes costumes préférés, féminins au moins, parce que c'était une petite révolution en 2014 de revoir un personnage autant de fond en comble. Et surtout, il était porteur d'un message, je trouve. Quand on a présenté le costume, il y avait cette espèce de planche où donc on la voit, elle est avec ses Doc Martens jaunes, futales, avec une bande noire sur le côté, la veste en cuir, la cape clipsée, tu sais, avec des pressions sur les épaules, les cheveux détachés. Enfin, c'était en fait, elle était Et le masque. et le masque, bien sûr. En fait, elle était belle. Et il y avait ce truc sur le côté là où ça expliquait un petit peu quelles étaient les révolutions sur le costume. Et donc il y avait son cuir, enfin le zoom sur le cuir et enfin sa veste en cuir. Et puis à côté,
genre un dessin no spandex, et tu vois, où tu voyais genre le même dessin d'elle qu'aurait eu les nibards complètement moulés dans le truc. Et non, on a préféré masquer ses loches. Et Surtout qu'elle est plutôt jeune. elle est plutôt jeune, mais en fait, elle, comme tout un tas d'autres personnages, et j'y viendrai sûrement dans mon flop, était genre sexualisée de façon outrancière. Genre les super-héroïnes n'ont pas besoin d'être sexualisées à ce point-là, tu vois. Genre on le fait pas avec les super-héros, mais avec les super-héroïnes, ça a toujours été complètement ok de les foutre en culotte pour absolument aucune raison. Et elle, en fait, voilà, sa version, elle était de son temps, de son époque. Elle restait sexy et elle restait, tu vois, genre belle. Mais moi, j'ai absolument aucune honte de dire que je la trouve belle parce que je sais qu'on m'a pas eu par des sentiments primitifs, tu vois. Voilà, c'était mon top. Sentiment, avec des gros guillemets. Exactement. Oh bah non. D'accord, j'avoue que moi il est pas mal, si je peux donner mon avis sur ce petit costume, il est pas mal, mais je le verrais pas sur une Batgirl plus âgée. Enfin, c'est pas que je le verrais pas, mais je trouve qu'il est très bien, et je suis très content qu'ils aient fait ce truc non sexualisé comme tu dis, mais je vois pas une Batgirl de 35 balais comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi. Mais pourquoi ? Bah je sais pas, dans ma tête je me dis, enfin c'est pareil. Bien sûr, enfin ça va bien avec son personnage un peu teenager, elle est en Doc Martens, bien sûr. Non, bien sûr. Je dis pas que ça serait moche ou quoi, mais c'est juste que je pense qu'une des raisons pour lesquelles il marche très bien, c'est parce qu'elle est jeune, quoi, et que ça c'est dans l'air du temps. En plus côté selfie, tout ça, je trouve que c'est là que ça fonctionne bien. Le selfie, c'est juste la couverture, hein, après. Oui, d'accord, mais bon, c'est aussi pour un peu donner un trait du personnage, quoi. Grégory, t'as pas d'avis ? Oui, j'ai pas spécialement d'avis pour deux choses. Déjà parce que c'est une première pour ce blog Fashion Squad et qu'on s'est peu préparé à l'avance. Pour ce blog ? Ce bloc ? Ah, ok. Mais on peut en faire un blog, pourquoi pas après. Ah ouais. Et de deux, je suis pas super familier du Batverse en général, donc je découvre Batgirl Selfie au moment où je vous parle. Ah oui. Alors je ne suis pas du tout atteint par ce costume. Voilà, moi ça ne m'évoque pas grand chose. T'aurais préféré qu'elle ait des gros seins ou pas ? Sans sexisme aucun, juste. Non, justement, je suis pas du tout partisan des. Je préfère une héroïne, justement. Pour le coup, on parle plus du dessin, mais. D'accord. Je préfère une héroïne réaliste du coup, je vais critiquer Jim Lee, mais à une héroïne Jim Lee avec. Ouais, avec seins et fesses. Pardon, Jim. T'aurais pu censurer pour Jim quand même. Ah, merci. Ok, je vais enchaîner moi avec mon top parce que de toute façon je pense pas que vous trouverez mieux. C'est Flash. C'est Flash. Ok. Bah ouais. Non mais en fait le truc c'est que. Lequel ? Bah justement, en fait quand tu dis lequel, je pense que tu peux chercher les millions de costumes de Batman, les quelques costumes de Superman, mais Flash depuis Jay Garrick, donc qui avait son espèce de chapeau en métal un peu comme Hermès de Interflora là. Depuis les années 50 en fait il est rouge avec des bottes jaunes, une ceinture jaune en forme d'éclair, des petites œillères en forme d'ailes, parfois des petites ailes aussi sur ses bottes, son masque bien coupé avec les pointes sous les yeux qui lui donne un air un peu pas méchant mais en tout cas flippant pour les méchants, son éclair qui lui traverse le torse, et puis sinon tout en rouge, je l'ai dit, et en fait depuis 60 ans en fait il a pas changé de costume, et je pense que c'est pour la simple et bonne raison. Il va pas sentir très bon. Ah il va puer. Mais non, parce que comme il court en fait ça aère un peu. Comme il court, c'est le. Comme il court à Outcast. Non, c'est le début d'une blague, mais non. C'est le gars qui abandonne en plein milieu de truc. Censure. Donc voilà, donc je pense que. Alors c'est peut-être juste mon fanboyisme qui parle, mais je pense que la raison pour laquelle il a pas changé de costume, c'est qu'il n'y avait pas besoin. Évidemment, il a eu des costumes alternatifs, notamment dans Blackest Night ou autre, où il était bleu, etc. Il y a eu plein de petites rigolades comme ça, mais le costume en lui-même n'a jamais vraiment changé. Et donc je trouve que en fait il claque, c'est-à-dire le rouge on le voit tout de suite quand t'as une photo avec 50 super-héros, c'est soit lui soit Daredevil en fait, donc c'est plutôt simple. Il est méga moulant, alors oui, puisqu'on parlait des gros seins et des grosses fesses, il est méga moulant, ce qui peut être un peu ridicule, mais n'est-ce pas le seul super-héros pour qui ça a un réel intérêt, c'est-à-dire que vu qu'il doit courir le plus vite possible, il doit être aérodynamique. Il doit être entièrement nu. Ouais, mais non, parce que s'il est nu, il y a les couilles qui frottent. Putain, t'aurais pu. Ah, voilà, merci. Non, mais du coup, il doit, pour pas que ça frictionne, justement, il doit avoir un juste au corps, un peu comme les coureurs, tu vois. Exactement. Donc, au moins, c'est justifié, c'est pas juste moule. Et puis c'est normalement, son costume est spécialement pensé pour ne pas se désintégrer. Voilà, c'est ce que je voulais demander. Exactement. Oui, exactement. Et en plus, si on va dans les trucs les plus récents où le design de son costume n'a pas changé, mais
on va dire la structure, oui, parce que maintenant c'est dans une bague et quand il court, il ouvre sa bague et le costume qui est tout petit. Quoi Bah oui, il est dans une bague, mon gars. Et ouais. Faut être un jour, mon C'est pote. comme une toute petite valise. Exactement, comme le sac de Mary Poppins, mais pour doigts. Oh. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et évidemment, Censure. je n'ai pas parlé de, en fait, tous ces éléments de son costume, la couleur, la forme, l'aérodynamie, si je peux me permettre. Dynamisme, Oui. sont sublimés quand il court, et ça c'est pas rien parce que c'est quand même la base de son, enfin il fait pas que courir, mais la base de son attitude, on va dire, c'est quand les méchants voient passer un flash rouge dans les rues de Central City. Et bah du coup c'est cool parce que s'il était pas rouge, bah ça serait bizarre, genre imagine il est marron, bah ça fait une traînée marron, c'est pas ouf. Ah oui, donc c'est un bon choix. C'est un bon choix. Alors voilà, en plus rouge pour pas forcément, mais le jaune pour l'éclair du flash, c'est logique. Mais alors, quand tu dis que son costume il est cool dans toutes les versions. Alors, j'ai marqué tout en bas de ma petite chronique, version caca, le flash de Snyder, parce que pour ceux qui ont vu Batman vs Superman et qui verront... De Zack Snyder, oui pardon, pas Scott. Donc au cinéma, qui ont vu Batman vs Superman et qui verront Justice League, et bah Flash a un costume qui pour moi est à vomir, en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant. En fait c'est le même principe, c'est-à-dire rouge et jaune, mais, pas petit point, mais il est en armure pour absolument aucune raison. Donc autant dans le jeu vidéo Injustice c'était justifié parce que tout le monde est en armure, bon, justifié entre guillemets, mais là il est absolument dégueulasse. Donc tout ce que je viens de dire sur l'aérodynamisme, parce qu'évidemment je suis ingénieur en aéronautique, est foutu à la poubelle et c'est très moche. Donc je vous invite à googler Flash Zack Snyder GLA ou enfin ce que vous voulez, vous le trouverez. Il est moche, mais à part ça, effectivement, je trouve le costume méga classe. Top. C'était Ben pour sa thèse sur le costume Alors, de Je Flash. ferai pas un iPad drop, mais presque. Et toi, ton top, Grégory? Et mon top, alors du coup, ça va être vraiment caricatural parce que j'ai cherché vraiment quel costume m'avait marqué et du coup, je suis remonté encore une fois très très loin dans le passé. Je suis désolé pour la génération post-85. Eric, n'écoute pas. Les millennials. J'ai retrouvé le premier numéro d'X-Men que j'avais lu et c'était dans les années 92, c'était Uncanny X-Men 275 où en fait ils se retrouvent tous avec la même tenue bleu, jaune et une grosse croix rouge en guise de ceinturon. Je crois que c'est un peu la même qu'on retrouvait dans le dessin animé X-Men 92. Et ce qui m'avait vraiment plu à l'époque, il faut savoir que c'était la première fois que je les découvrais, c'est qu'il y avait toute une équipe qui portait ce même costume, avec chacun des particularités par rapport à leur costume habituel. Il y avait le hurleur avec son col, il y avait Gambit qui avait son espèce de cagoule bizarre. Il ne portait pas de Gambit, pardon. Censure. Et il y avait Wolverine, alors du coup sans son masque mais reconnaissable parmi tous. C'était mon premier contact avec X-Men, donc j'ai vraiment un réel affect avec ce costume là. Donc quand on m'a demandé mon meilleur costume, j'ai fini par sortir celui-là. Alors ça parlera pas à grand monde, mais moi, ça du me coup, fait du bien d'en parler. juste une petite question sur le costume Ben. des X-Men, même si c'est la même charte, on va dire, pour tous les X-Men, ils avaient tous un peu leur particularité. Ouais, c'est ce que Ah, pardon, c'est ça j'ai- qui m'avait plu Ouais, justement, d'accord, c'est ok. qu'il y avait du coup je découvrais l'équipe et je me c'est dis, homogène, ils ont tous mais- le même costume, si c'est je- trop bien, sauf chacun sa Si je personnalité. me trompe pas, dans le dessin en 92, ils avaient quand même chacun leur spécificité. Il y avait Storm qui était en blanc, genre de Alors choses. justement dans ce numéro-là, il y avait que Storm qui était en blanc pour D'accord. une histoire de se retrouver là au mauvais moment. En plus, il partait dans l'espace. Je suis arrivé après. Bon, bah, tu seras en Non, blanc, mais hein, tu nous fais pas chier. En plus dessiné par Jim Lee, enfin bref quoi. Donc, avec Que t'as bâché tout à l'heure. Je Adrien. peux donner genre un top bonus. J'ai envie d'en rajouter un autre. bonus, Parce que- Fashion Squad. Parce qu'en vrai, T'as en vrai là, intérêt à j'ai te rappeler de la façon dont tu l'as chanté. j'ai voulu être ultra politisé avec mon Batgirl. Mais en vrai, le premier auquel j'ai pensé, c'était le costume de Rorschach dans Dans les Watchmen. Déjà parce qu'il est trop cool. Est-ce que c'est un costume? Bah ouais, quand même. Ouais. Ça masque son Quand t'as une cagoule. Ok. Non, dire, mais je demande, c'était c'est- une vraie question parce qu'il est et- quand même en impair. Enfin, c'est pas un c'est- costume. Non, mais c'est, je veux dire, exactement l'ADN de son personnage. En fait, Ouais, son ouais. costume, il veut dire beaucoup. Je sais pas si tu te souviens en fait de pourquoi il a ça. Il a pas un truc de peau, non? C'est pas ça? En fait, non. Non, c'est pas ça? Non, cela dit, son psychiatre lui dit qu'il est genre d'une laideur fascinante Ouais, ou c'est un ça. truc comme ça. Mais c'est pas ça. En fait, c'est que il bossait chez un couturier et qu'il avait fait une robe
genre avec ce motif-là, enfin ce tissu-là qui bouge, et que il le propose à une meuf, je crois, enfin, genre une meuf un peu riche ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est super important que ça bouge. Bien sûr. Donc en fait, à la base, la robe elle est comme ça, la meuf lui jette un peu à la gueule sa robe, et elle ensuite elle est meurtrifiée. Et donc, il définir meurtrier. Assassinée. C'est-à-dire qu'elle est pétrifiée et meurtriée en même temps. Non, elle est assassinée, quoi, tu vois. Et du coup, lui, il s'en fait un masque. Pardon. Il s'en fait un masque et il dit qu'il le porte parce qu'il a honte en l'humanité, tu vois. Et en fait, c'est à partir de là, vraiment, tu vois, c'est le meurtre de quelqu'un, d'une meuf à qui il avait offert une robe, qui va du coup définir genre qui il est, et il porte, tu vois, genre ce masque comme s'il portait la honte qu'il a lui-même de l'espèce humaine. Ouais, exactement. Et du coup, il dit que c'est la seule façon qu'il a de se regarder dans un miroir, c'est à travers ce costume-là, et que quand il le porte pas, tu vois, il est cette espèce de pauvre gars que tout le monde méprise, que tout le monde trouve laid, etc., etc. Et voilà, là-dessus, tu vois, Alan Moore et Dave Gibbons, tu vois, je pense qu'ils ont créé un truc extraordinaire, sachant que sur chaque case, le costume est différent d'une façon ou d'une autre, et que tu crois y lire quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est le test de Rorschach, donc du coup, tu crois y lire des émotions alors qu'il n'y en a pas forcément. Et dans le film, c'est assez bien représenté aussi. T'as toujours cette espèce de moment où tu te dis, tiens, genre, est-ce que ça réagit parce qu'il pense à quelque chose qui fait comme ça, et du coup tu bloques toujours sur le costume, et sur quasiment les costumes de tous les autres super-héros, tu vois, tu bloques pas, quoi. Et au bout d'un moment, tu l'as intégré. Et moi, genre, Rorschach, chaque page, tu vois, je me disais, c'est trop bien son costume, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? C'est vrai. Et voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, je pense que tu peux classer la grande famille des costumes dans deux familles. T'as ceux où, en fait, on sait pas vraiment pourquoi il a ce costume-là ou telle couleur, ou alors c'est anecdotique, tu vois, tu le sais en début de comics et après tu le sais plus jamais. Comme je sais pas vraiment d'exemple, j'allais dire Daredevil, mais je pense qu'il y a une raison. Enfin, il pourrait ne pas être rouge, mais bon, il y a la couleur du sang, etc. Bah, puis c'est le diable. Oui, c'est vrai que c'est le diable, je suis bête. À côté de ça, t'as Batman qui. Il est aveugle. Non, il est pas aveugle. Enfin, il voit. Bon, ok. Censure. La tête d'Eric. Ouais, on dirait qu'il vient de se réveiller. Les gars, il est aveugle. À côté de ça, t'as la famille de ceux qui ont des costumes qui, en fait, les définit en tant que quantité héroïque, comme, voilà, tu dis Rorschach. Bien, merci Eric. Rorschach, Batman, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que le mec qui devient un symbole par son costume. Superman aussi, évidemment. Après, t'as des mecs comme Green Lantern. Superman, il a pas choisi. Genre, lui, on lui a foutu. C'est sa mère qui lui a foutu, genre, une boule de fringue. Tu sais, genre, ouais, tiens, tu te fringueras avec ça. Au niveau du scénario, oui, mais après, au niveau des couleurs, c'est les États-Unis, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment. Oh, pardon, c'est l'Amérique rouge et bleu. Bah oui, mais parce qu'il y a le filtre. On essaie de casser le tout matériel tout neuf. Ok, arrêtons ça en parlant de nos flops pour un peu finir sur une note de baston. Nos slops. Allez, nos slops. Moi, je veux bien donner mon. Enfin, j'ai deux. Super rapidement. Ouais, mais attends, non, il a bientôt à l'heure et demie. son thèse sur la. De toute façon, c'est Adrien. Si les gens ils veulent couper, ils coupent. C'est Adrien qui a le bouton, donc si on veut faire 2 heures, on fait 2 heures. Je vais faire un petit flop rigolo avant. C'est mon numéro 2, donc je vais aller, tu sais, comme les. Et le numéro 2, après et le numéro 2. Il y a un héros qui s'appelle un vilain qui s'appelle Zebraman, qui a des pouvoirs magnétiques qu'il tient d'une machine qu'il a construite. Bon, après, pourquoi c'est un zèbre alors qu'il a des pouvoirs magnétiques, je ne sais pas, mais son costume, en tout cas, il est blanc rayé comme un zèbre, un animal de la savane. Il se bat contre Batman, Batman se trouve un jour, on va dire, pas piégé, mais en tout cas pris dans les fleuves de cette machine et devient Zebra Batman. Donc je vous invite tout de suite, avant que je continue, à googler Zebra Batman. On la mettra sûrement dans la page, mais voilà, l'histoire va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est pas un costume que Bruce Wayne a construit comme tous ses autres costumes. Ça lui est arrivé un jour, il est devenu Zebra Batman, et donc je trouve ça ridicule parce que quand on prend pas la peine de lire l'histoire que je viens de vous raconter, en fait on se dit juste putain, mais Batman, t'es censé être un ninja dans l'ombre, et en fait t'es en zèbre, soit l'animal le plus visible de toute la savane. Attendez, d'ailleurs, tu te fous de ma gueule. ce costume ne serait pas sur la cover de notre podcast? Oh la méta. Donc voilà, donc ça c'était plus pour la rigolade. Et mon vrai flop, si vous connaissez un peu l'univers d'Aquaman, et si vous le connaissez pas, je pense que vous le connaîtrez quand ça sortira au cinéma, parce que le personnage dont je vais vous parler sera l'ennemi de Aquaman dans le film prochain. J'ai bien parlé de Black Manta. Donc Black Manta, super cool nom. Une vraie Manta, c'est badass quand même, puis Black, ça fait peur. Sauf que donc,
Ce personnage est un personnage issu des années du début d'Aquaman, donc je dirais 40-50, les années 40 ou 50, 1900, qui est donc une personne qui est en juste au corps, enfin en Merci de combinaison- resituer, Ouais. au cas où. Au cas où des fois on parle du futur, tout ça. Qui est donc en combinaison de plongée noire classique, donc méga moule bip, mais moule bit. Putain, on est au point. Mais donc là jusqu'à là rien de très méchant. Il a même une espèce de bouteille dans le dos. Le mec se rappelle à la fin de l'émission Ouais, que c'est Adrien, une espèce, quoi. vas-y. En fait, c'est un Google-moi plongeur. ça. Tu peux nous le dire. Exactement, maintenant. en fait c'est un ennemi d'Aquaman, et c'est un ennemi d'Aquaman parce qu'un jour Aquaman en sauvant des gens a tué le père de ce gars-là qui était un plongeur, et donc il se venge, donc c'est son ennemi. Voilà, ça c'est l'histoire. Et en gros donc il a une bouteille un peu chromée dégueulasse qui n'a aucune raison d'être chromée mais qui l'est, et voilà pourquoi je m'énerve. Le clou du costume, c'est un masque, un casque même qui s'apparente à un casque de scaphandre, mais qui n'est pas du tout badass, qui est beaucoup plus large que haut, donc qui ressemble à une espèce d'olive posée à l'horizontale sur sa tête, avec deux gros yeux beaucoup trop près l'un de l'autre, rouges. Bah, comme une raie, quoi. Bien sûr, évidemment, une raie qui a des yeux rouges, et en plus c'est bien connu. Non, mais des yeux trop près et des ailes. Enfin bon, bref. En tout cas, je pense que là je m'explique et je m'énerve, mais juste vous googlez Black Manta et vous allez Vous allez vous rigoler. énerver tout seul dans votre Exactement, placard. Vous allez vous énerver ou rigoler, ou les deux, parce que moi je vacille de l'un à l'autre. Ça s'appelle Un rire nerveux. Rire nerveux. se rénerver. Voilà, exactement. En fait, juste ce qui m'énerve le plus, encore, tu vois, je peux cautionner qu'un perso des années 50 soit ridicule, parce qu'il y en a beaucoup. Aquaman lui-même était ridicule et sort un peu du ridicule de ces dernières années. Mais on est quand même en 2016, et 60 ans après, en fait, il a toujours la même gueule, et je pense qu'il aura ce design-là dans le film, et ça m'énerve. Et voilà. Il est dans Justice 2 avec un costume pas mal modifié. D'accord, donc il ressemble pas à ça. Non, Ah, si, plus ou moins, Alors, avec des pour jeux- les auditeurs, Mais faut les vous auditeurs, imaginer Ouais, mais on va le Aquaman. poster. Une Non, image. faut s'imaginer Black Ben Manta. qui monte sa tablette. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc c'était mon flop, parce que j'ai pas trop. Enfin, en fait, je voulais un costume un peu pas ridicule, mais un truc que je trouve absurde. Donc il y a beaucoup de. Surtout les méchants d'ailleurs sont plutôt absurdes plus que les gentils. Mais lui, il a quand même une bonne. Et toi, Greggs, qu'est-ce que tu penses Merci Adrien. Alors mon flop, moi c'est un super-héros auquel peut-être on s'est trop habitué maintenant, et on ne fait plus attention au caractère extrêmement ridicule de son costume, parce qu'il a été peut-être surjustifié et sur-re-justifié récemment. C'est un costume avec des écailles. Aquaman, t'es un salaud. Avec des écailles, Superman. C'est un costume avec des petites ailes. Ah, Captain America. Oui. Oh, les écailles, elles sont stylées, t'abuses. Moi, je te laisse dire. Des écailles, C'est des vrai, ça, pourquoi des rayures écailles Mais parce que blanches et c'est stylé, rouges, les écailles. un gros A sur le front et des petites ailettes sur les côtés. Je peux pas Non. te laisser critiquer les ailettes, Flash il en a. Donc Ouais, mais moi, c'est mon pourquoi flop, Captain c'est America a America. des ailettes Genre la gueule de l'aigle impérial, quoi. Bah ouais. Non mais tu rigoles, mais ça doit être ça. Hein. Par contre, pourquoi les écailles, ça je sais pas. Peut-être pour singer les plumes de l'aigle. Non, sans déconner. Bah Attends, si, t'as parce mis que. 3 animaux dans la même phrase. Ouais, t'as vu, j'ai fait quoi. Bref, pour moi, Captain America, c'est mon flop. Voilà, Mais donc les écailles, tu parles du costume un peu vintage old school, parce que même sans parler Ouais, des films mais et tout si ça, tu- dernièrement il a plus trop les écailles. Les mais écailles, de ce que j'ai les lu écailles. récemment, Captain America, qu'est-ce que j'ai relu Civil War peut-être. Bah non, le on premier avait Steve. Ah oui, oui. Il avait encore les écailles, donc D'accord. c'était il y a 10 ans. Et toi tu dis non. T'as envie Ah, de moi, le costume de Captain America, ça a toujours été non. Et c'est pour ça que quand j'ai Mais parce que, entendu parler de l'adaptation ciné, j'ai dit non. C'est Fuck Yeah America ou c'est parce que. Non, c'est même pas ça, c'est que on est dans la fashion. Il porte on est pas dans aussi la un fashion, slip par-dessus son. Ouais, donc juste question fashion. C'est Les non. bottes elles sont stylées, genre bottes un peu de chevalier. Ben oui, justement, qui mélange j'en un ai peu. pas parlé, mais c'est non. Putain les gars. Non, c'est pas du tout lié trouve que au c'est- symbole, c'est le costume en lui-même, c'est non. Voilà. Mais du C'est coup, mon tu flop. trouves que c'est pas. Tu sais juste que subjectivement t'aimes pas selon tes goûts, ou tu trouves que c'est même pas justifié en tant que costume de Captain America? En fait, c'était peut-être justifié dans le Captain America des années 40. Non, mais du coup, il a évolué. il aurait mérité d'évoluer beaucoup plus tôt, en fait, je pense, dans les histoires. Et... Ouais, mais alors t'oublies un truc. Oh putain, argument massu. Vas-y. Bah, il vient des années 40, mais il était congelé, mon gars. Il avait qu'un costume dans la Il glace. a été congelé dans les films, il a jamais été congelé dans les comics. Est-ce qu'il aurait Oh, été attention, congelé avec du grosse poisson faille. Si, Il a été congelé dans les comics, autant pour moi. Il a été chez Picard, ils ont fait dis non. Je me retire du jugement de Captain America s'il a aussi été congelé dans les comics. Ok, Adrien. Non mais nous notons. Bon, alors vite fait pour la blague, vous pouvez googler Azrael Batman, que j'ai jamais vraiment trop compris. Oh. Mais sinon, genre, et je vais encore finir sur un flop politisé. Non, mais vraiment, un des pires trucs, c'est quand même les costumes sexistes des meufs, genre horribles. Et
un des pires cas, c'est celui de Jane Storm des 4 Fantastiques. Ouais. Donc Invisible Woman, Avec le 4 qui est dont le seul complètement pouvoir déformé, était c'est d'être ça invisible quand même, ce qui est Ouais. déjà ultra sexiste de base. Ta gueule, la femme. C'est un peu ça. Qui a, mais oui, c'est genre, Ouais, ouais. non, mais tu peux disparaître et nous on fait des trucs. Ok. Ok, ça marche à toutes. Et à un moment, ils lui ont fait ce que tout le monde a appelé un Forkini. C'est-à-dire Oh. que genre on est passé d'une combinaison, tu sais, genre elle était en pantalon et en truc Ouais, à manches longues, enfin genre ouais. comme tous les autres Les 4 fantastiques combi, quoi. Ouais. Et après au bout d'un moment c'est la seule qui est devenue genre elle avait un espèce de body échancré et un 4 tu sais genre En défonce. en défonce Ouais, ouais. donc creuser, enfin Voilà, couper, en genre trou, quoi. entre les boobs en fait. Et du coup genre tu sais En on voyait négative tout space. exactement. Ah, c'est Et donc horrible. on voyait toujours Mais il y genre avait ses le- boobs à travers le 4. Tu sais c'était la seule qui avait un 4 malaise. gravé tu vois dans le Mais truc. il y avait même Et le c'est trou du ultra- 4 ou pas qui tenait tout seul parce que ça peut pas tenir du coup. Tu vois ce que je Du veux coup il y avait pas de trou du 4. Non. Un petit bip peut-être. Et trou du dire alors. et non bah voilà bah c'est la pire raison de redesigner un costume et de faire un costume à une meuf quoi. C'est genre de montrer ses boobs pour rien du tout. C'est vrai. Mais peut-être qu'à ce moment-là ils lui ont donné un autre pouvoir. Tu sais genre elle peut déplacer des trucs. Ouais, enfin ça justifie pas le. C'est genre Elle peut déplacer le regard du lecteur. elle peut Ah, merci. et intelligent. déplacer les meubles pour passer aspirateur. Non. Boup, boup, boup. Voilà, donc voilà. Il Bon, nous ça- manque un petit jingle quand même pour la Fashion Squad. On va réfléchir. Tu l'avais là, tu le tenais. hein. Ouais. Ah oui, Il faut que tu tu fasses vois. le même. Faut juste que tu T'avais fasses dit le quoi même. Non mais t'avais dit un truc, je sais plus ce que c'était. J'avais eu le jingle. Je sais plus. Ah si t'étais Top Bonus Fashion Squad. C'est encore un autre ça. Mais bah, Ou ok, sinon, on peut mettre le jingle de fin. Dites-nous les auditeurs si vous avez aimé ce concept et si vous voulez qu'on continue. dites-le nous. C'est là. Non, on laisse un peu fort. Tout le monde. C'est Pull up. C'est la fin de ce 56e numéro de Comics Podcast et on va saluer les chroniqueurs présents aujourd'hui. On va dire au revoir à Ben. Bit, couille, cul, bit. Aïe. On va dire au revoir à Grégo. Attention. Tape à la vachette. Vous pouvez aussi être poli et me dire au revoir. Hein. Au revoir, Eric. Mais, Bah, vu qu'il Mais c'est tout. mais il a bipé, on sait pas si j'étais poli ou pas. c'est vrai. Bit, couille. Salut Eric, couille, poil, bit. Ah, pardon. Enfin, Adrien, notre réalisateur, est maître de la censure hein, ce soir. Oui. Bonne soirée. Enfin, Merci. bonne journée. Toi aussi. Censure Super Adrien, ça fait CSA. Ok. Et merci Eric, parce qu'il attend qu'on le remercie, les gars. Merci, Eric, putain, c'était génial. Ah, merci. Putain, une fois tous les 5 épisodes, ça fait. Et ça merci fait à nos auditeurs surtout. Oui, c'est vrai. Merci à nos beaucoup à auditeurs. vous. Salut. Je vous embrasse sur la. Oh. On est présent sur les réseaux sociaux, on vous balance des news et des blagues sur Twitter, on vous demande votre avis sur Facebook et on vous montre l'envers du décor, cette somptueuse buanderie sur Instagram. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le lundi 17 octobre, pour la 57e émission, dans laquelle on va parler ensemble de la nouvelle série Marvel sur Netflix, Luke Cage, et 3 nouvelles revues et un nouveau document, ou un focus. Hein. Pensez à regarder... Focus. Les épisodes sur Netflix, ils sont déjà disponibles depuis le 30 septembre. Parce que oui, là, on est déjà dans le futur. Ah, on est dans le futur, Voilà, du passé, ouais, du futur. 30. Oui, mais faites d'autres choses, ne regardez pas tous les épisodes d'un coup. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes. On se retrouve très vite. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Salut. Au À revoir. bientôt. À bientôt. C'était sans sas. Ce petit solo guitare, ma gueule. Imaginez pouvoir éteindre. Attends, mais écoute ça. C'est Marc Knopfler en moins. Est-ce que tu crois que Mark Knopfler, genre, il bosse chez Interflora? Ouais, mais il aime pas. Il dit Il déteste. Vous avez des fleurs ici? Non. Non, bah. C'est le moment où on se vide de tout ce qui est pas Ouais, sorti, c'est tu ça? peux. Oh non, c'est dégueulasse. Alors, tu m'attends. Adrien a toujours 3 demi-blagues à finir. Alors, vas-y. C'est vrai que t'avais dit quoi? C'était quoi? Je sais plus. Ah merde. La 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 la. C'est La, bientôt la, la. fini. Je vais La, 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 la. J'habite tellement loin. Je suis fatigué. Mais on continue à chanter, c'est cette chanson qui est trop bien. On n'a pas que de idées pourquoi dire et improviser sur cette chanson. Flo. Non, c'est tout ce que je peux faire. Stylé. Vous m'entendez toujours?